Boule brillante dans le ciel, prémonition, actu, FO, transcommunication instrumentale, expérience de mort imminente, ovni en forme de cube, c'est le sommaire de cette nouvelle libre antenne. 90 minutes pour découvrir les témoignages de ceux qui viennent nous les livrer. Sans jugement ni censure, nous sommes là pour vous écouter, comme à chaque libre antenne. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. La libre antenne est l'une de vos émissions préférées, que vous aimiez ou pas, que vous y croyez ou pas, vous ne pouvez pas vous empêcher de nous regarder. C'est plus fort que vous. Voilà pourquoi, si vous me regardez une fois, vous me regarderez 1000 fois. Et avec moi ce soir, comme à l'accoutumée, Jocelyn F. Keller. Salut Jocelyn. Salut Bob. Je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois pour évoquer et écouter tous ceux qui viennent témoigner. C'est pas simple, on le dit régulièrement. Il faut avoir des coronets pour venir. Parce que je vous vois très souvent commenter, oui, le témoignage n'était pas terrible, etc. Mais venez vous y frotter. Il faut le faire. Et moi, je remercie tous ceux qui ont la décence, ou en tout cas l'envie de venir ici, et le courage surtout, c'est ce que je voulais dire, de se frotter à cet exercice, le témoignage. Je rappelle pour ceux qui nous découvrent que BTLV, c'est avant tout une chaîne par abonnement, et que vous pouvez y souscrire à cet abonnement à tarif préférentiel, sans engagement, à l'occasion de nos 10 ans. Et c'est l'occasion pour vous d'avoir accès à des centaines et des centaines, voire des milliers d'heures de programmes sur btlv.fr. On est ravis en tout cas de vous savoir parmi nous. Vous ne changez rien au 01 86 22 21 20. On va accueillir tout de suite Stéphanie qui est avec nous. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir Stéphanie. Vous nous appelez d'où? Oh, le Médoc. Du Médoc. On vient de boire un petit vin, là, je peux vous dire. Alors, il était des Hautes-Alpes. Ouais, il était des Hautes-Alpes, du Médoc. Mais c'est sympa. C'est pas grave. Mais... Ils sont tous bons. Ouais, Exactement. En tout cas, nous, on est amateurs avec Jocelyn. Bon, Stéphanie, vous avez visiblement vécu quelque chose d'assez singulier. Vous avez vu des boules brillantes dans le ciel, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, racontez-moi. Mais le 16 juillet 2018. Voilà. Je m'en vais marcher régulièrement, quoi. Donc là, il était quoi, 18h, peut-être 18h passées, entre 18h et 18h30, je pense. Et donc, je marche, je fais mes petits kilomètres, je vais jusqu'au lac, puisqu'il y a un lac pas loin. Donc, je vais jusqu'au lac, et puis en revenant, je sais pas, je lève la tête. De toute façon, je regarde souvent le ciel, c'est comme ça. Ouais. J'ai toujours assez... Et puis là, je vois deux boules brillantes. Mais très haut, très haut. Ouais. Et je les ai regardées parce que là, c'est celle que je vous ai envoyé en photo, c'est deux autres. C'est les deux suivantes. Et donc, je suis restée à les regarder, mais puis je les ai regardées encore et encore. Elles passaient tout doucement. Elles étaient côte à côte, perpendiculairement. Oui, c'est ça. C'est la question que je voulais vous poser, Stéphanie. Elles étaient proches l'une de l'autre? J'ai du mal avec les distances et en hauteur. Je sais pas, je peux pas vous dire. Je peux pas dire proche. Je peux pas dire. Parce que elles étaient très haut dans le ciel, c'est ça? Oui. Ouais. Ah oui, quand même, assez haute. Bon, pas plus haute qu'un avion, hein. Oui, d'accord. Enfin, ça fait à peu près 10 000 mètres d'altitude à peu près quand même. Donc, c'est quelque chose... Oui. Voilà, quand on a l'habitude de regarder un avion, on se dit, il est tout petit. Gros. C'est ça. C'était plus gros qu'un avion. Ah oui, donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que ça avait l'envergure d'un avion ou c'était plus gros? Plus gros. Oui, c'était plus gros qu'un avion. D'accord. Okay. Parce que, bon, là, c'est ce que je disais à Valentin, l'aéroport n'est pas très loin. D'accord. Il est à 50 km à vol d'oiseau. D'accord. Donc, quand les avions décollent, ils montent. Alors, ils accélèrent pour monter, et donc il y a une traînée derrière, automatiquement. Et on voit que c'est un avion. Ouais. Même à l'œil nu, on voit que c'est un avion. Bien sûr. Que là, non. Et alors, quelle forme ça avait? Parce que vous dites que c'était des boules. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune forme, c'était juste de la lumière, en fait, c'est ça? Ah oui, en fait, j'avais le soleil dans le dos. D'accord. Donc, forcément, je voyais que du brillant, argent. C'était brillant. C'est ça qui a attiré mon œil d'ailleurs. Et quand j'ai grossi après avec mon téléphone, quoi. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu comme photo. Et quand j'ai grossi, j'ai vu que ça avait une petite forme allongée, léger. Ah ouais. Donc c'était plutôt peut-être comme un ballon de rugby? Oui, parce
qu'au départ, j'ai cru que c'était des ballons dirigeables, vous savez. Ah ouais. Bon, à 10 000 mètres J'ai d'altitude, cru que c'est c'était rare. ça, mais bon, deux comme ça, côte à côte, qui se suivaient. Et ensuite, ils ont tourné tout doucement. Ouais. Je les ai vus tout doucement tourner, mais toujours à la même allure et toujours perpendiculairement. Un petit virage. Alors, comme vous ça, parlez tout d'allure. doucement. Est-ce que ça allait vite dans le ciel ou ça allait à la vitesse d'un avion, par exemple? J'ai du mal à comparer parce que les avions sont plus hauts encore. Je trouve je trouve que les avions sont plus hauts. Alors, je dirais aller à la même vitesse à peu près. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Et ces objets, ils étaient lumineux ou c'était le soleil qui se reflétait dessus? Quelle heure il était d'abord? Ah, le soleil qui se reflétait dessus, ça c'est sûr. D'accord. D'accord. Donc ils émettaient, Oui. ils émettaient pas de lumière. Ok. Non, pas de clignotement. C'était j'ai pas vu. fin de journée, enfin vers 18h, vous avez dit, hein, c'est C'est ça? ça? Voilà. D'accord. Je m'en Oui. souvenais plus, Oui. j'avais pas bien entendu, mais ça veut dire que c'est peut-être métallique et qu'effectivement, si c'est pour que ça se reflète, Oui. c'est solide de toute Alors façon. ça peut être métallique Ah oui. ou enfin il y a du polyester, hein, des choses comme ça aussi qui sont. On a vu des gros ballons gonflables où le soleil se reflète dessus, tu vois, gris. À cette hauteur-là, les ballons, je sais pas si. ah, Peut-être si, il y en a peut-être un les qui ballons météo. Ah, il y en a qui montent très haut. Ouais. Les ballons météo. Bah, ceux qu'on a vus là, tu sais, dans la fameuse vidéo de Colombie. Ouais, mais le problème que l'on a là, c'est qu'il y en a deux côte à côte. Enfin, ils sont pas très loin, mais. Oui, Ouais. Il y en avait deux autres qui suivaient derrière après. Ah, D'accord. d'accord. Donc il y a eu 4 ballons, en fait, quatre objets, en fait, c'est ça. Oui, 4 que j'ai vus. Bon, après, est-ce qu'il y en a eu avant? Je ne sais pas. Je ne les ai pas vus, j'ai pas fait attention. Parce que s'ils sont passés, ils étaient dans mon dos à l'aller. Ouais. Quoi. Et est-ce que vous avez eu la sensation qu'ils étaient en formation, par exemple, comme des avions de chasse? Est-ce qu'ils se suivaient? Est-ce qu'ils avaient tous la même trajectoire? Non, justement, les deux que je vous parle, les deux premiers, ont tourné. Alors, ils arrivaient du sud et ils sont partis, ils ont tourné pour aller sur l'est. Quand vous dites Voilà. qu'ils ont tourné, c'est-à-dire que vous les avez vus Bifurqués. Je les ai vus bifurqués, tourner, ouais. oui, D'accord. tout doucement. Ouais. Tout doucement, ils tournaient, toujours en parallèle, comme ça. Ils tournaient. Parce que si c'est des objets qui flottent dans l'air, comme voilà des gros ballons, des Ouais, choses comme ça, ouais, ou des ouais. dirigeables, en général, ils vont de manière, ils suivent une ligne droite. Oui, parce que le dirigeable, ça. Bah non, mais ils suivent. Oui, alors le dirigeable, il a un moteur, mais sinon les ballons, eux, suivent le vent Ah et bah le oui. vent les envoie pas. Enfin, ils font pas des virages à 90 degrés. Ça, c'est sûr. Donc, Non, c'est assez, Donc, c'est assez étonnant. Voilà, ils ont tourné. L'observation a duré combien de temps? Oh, j'ai eu le temps d'appeler ma voisine pour lui demander si elle les voyait. D'accord. Et elle De les a chez vus? elle. Elle les a vus? Non. D'accord. Non. D'accord. Non, parce que après, c'est vrai que quand je les ai vus partir un peu comme ça au loin, à un moment, je les ai plus vus du tout. Je sais pas. Et est-ce que alors voilà, c'est ça que je voulais vous demander. C'est-à-dire que ça a disparu ou c'est parti de votre champ de vision, en fait? Mais j'ai l'impression que ça a disparu. D'accord. J'ai eu l'impression que ça disparaissait. D'accord. Ok. Voilà. Et quand j'ai tourné la tête pour regarder encore au côté sud, et il y en avait les deux autres. D'accord. Et c'est les deux autres que j'ai pris. J'ai eu le temps. Là, ce coup-ci, j'ai eu le temps. J'ai dit, allez, je les prends en photo, cela. Puis j'ai filmé un peu, mais bon, c'était pas très. Je bougeais, quoi. alors, Et Donc, c'était pas les ballons, très, les ballons météo, c'est bizarre que. non, les ballons, il y en a pas plusieurs. Bah ouais, c'est ça. Il y en a pas- il y en Le a- groupe de en ballons, général, ça me paraît il y en a bizarre. qu'un. Si on imagine que c'est un groupe de ballons, Ouais. il peut exister des gros ballons, hein, vraiment très gros, hein, et donc on les voit de très loin. Et alors dans ce cas-là, ils viennent d'un événement. Ils ont été lâchés lors d'un événement. Ouais. Après, je ne sais pas lequel. Alors, moi, j'ai pensé, parce que quand j'ai entendu la date, j'ai fait tilt dans ma tête. Mais après, je viens de vérifier, en fait, c'était la veille. Là, vous nous avez dit que c'était le 16 juillet 2018. Le 16, oui, Ouais. le lundi 16. Le 15, il est arrivé un événement majeur que tu connais, Bob. On a gagné la Coupe du Monde de foot. Oui. Et à cette heure-là, non, mais à peu près dans ces horaires-là, mais la veille. Ouais. Donc, je me suis dit, est-ce que les gens Ah, faisaient mais- la fête, avaient Non, lâché c'est des même pas trucs? la veille, c'est le 12 juillet qu'on a gagné. Non, en 2018. Ah, 2018, Oui, en pardon. 2018, c'est le Je croyais 15. 98. Moi, je suis resté, tu sais, Oui, bloqué non, en j'ai- 80. non, c'est le 15 juillet. Ouais, c'est vrai. Et donc, j'ai un souvenir que c'était en fin de journée aussi. Ouais, et donc, je m'étais dit, peut-être qu'il y a eu une fête, les gens vont célébrer la victoire et on lâchait des trucs dans le ciel. Ouais. Là, c'est le lendemain, donc je sais pas. Soit c'est quelque chose qui avait été lancé la veille et qui a fait le tour Ouais, et qui est repassé. peut-être. On ne sait jamais. peut-être. Il faudrait savoir si un Ah. ballon fait le tour de la Terre La en une seule chose journée. que ça peut être des ballons parce que
Ou des objets exogènes. Oui, bah oui, Ouais. oui, après on peut imaginer autre chose. Ouais. Mais ça peut... Non, mais ce que je veux dire, ça exclut les lanternes de taille qui sont Ah oui, plutôt de ça, c'est couleur... sûr. enfin voilà, qui durent pas très longtemps et qui sont plutôt de lumière orange. Ouais. Là, c'est gris. Donc Donc, il n'y a que vous qui avez vu ces objets dans Mais, votre... oui, parce que j'ai l'impression que jamais personne ne lève la tête. Alors, bon. Ce qui est assez vrai. Mais vous avez raison, en fait, pour regarder, pour Mais voir des c'est vrai, choses quoi. bizarres, il faut regarder le ciel. En tout cas, Stéphanie, ça vous a laissé pantois? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, cette observation? Euh, ça me choque pas parce que c'est pas la première fois. D'accord. Ah, Ah, ok. Donc, vous avez Et vu des puis, choses... puis même plus tard, après en hiver, enfin en octobre, c'est ce que je disais à Valentin, en octobre, j'ai vu une boule blanche. D'accord. Voilà, un soir à 22h30, un dimanche, mais il n'y a plus personne chez nous qui circule. Moi, je circulais, je rentrais chez moi. Mmh. Et puis, vous savez, les nuages sont un peu bas. Ouais. Ah oui, les À verts, oui. cette époque, ils sont bas. Mhm. Et je regarde et je vois une grosse boule illuminée, blanche, mais lumière comme les ampoules LED, là. Ouais. Voilà. Ouais. Une grosse boule blanche. Puis tout d'un coup, elle s'éteint. Et puis, 5 secondes après, hop, elle se rallume. Ah. Et puis, elle passait au milieu des nuages. Bizarre. Voilà. Oui. Et là, c'était très haut aussi ou c'était plutôt... Mais non, je vous dis, au niveau des nuages, mais je sais pas, vous savez, quand la saison d'hiver, automne-hiver est là, les nuages sont quand même bas. Oui. Ouais, alors, je sais pas, j'ai du mal à voir la hauteur, mais dans le nuage, c'est pas 10 000 mètres, ça c'est non, sûr, ah non. mais ça doit être au moins 1000 mètres, 1500 mètres, un truc comme ça, je pense, un nuage Oui, un truc l'hiver. comme Oui, dans ça, la, quoi. dans Ouais. la région, on n'est pas très loin de la mer, donc Oui. c'est pas très haut. Bah, après, Et pas ça de peut- bruit à chaque fois? Ouais. Pas de bruit, parce que là, Comment- si c'est à Non, 1500 pas de mètres, bruit. non, pas de bruit. Ah non, pas de D'accord, bruit. ok, d'accord. Hein. Et très lumineux, la boule blanche? Ah oui, je vous dis, on aurait dit une ampoule LED. Voilà, Oui. D'accord. blanche comme ça. Pouf. Bon. C'était vraiment blanc. Et vous vraiment aviez l'impression lumineux. qu'elle bougeait ou qu'elle était stationnaire? Ah ben oui, elle avançait, oui, D'accord. au milieu des nuages. Parce D'accord. que je l'ai vue, moi, entre deux nuages, on va dire. Mhm. C'est comme ça que je l'ai vue. Ça pouvait pas être Ça, la c'est lune, hein? lu. Ça pouvait pas être la lune. Non. Non, c'était pas la Lune, parce que la Lune, à ce moment-là, elle est pas à ce niveau. D'accord, ok. Non, je pose la question, parce que c'est vrai Après, que... si le ciel Non, est non. très clair, après, il faudra vérifier ce jour-là et puis vérifier Ah, mais le jour, je me souviens pas. comment... Non, Parce que mais quand je conduisais, Voilà. et... il faudra avoir beaucoup d'informations et puis savoir exactement comment était le ciel ce jour-là. Ouais. Ça pourrait, si le ciel est vraiment très clair, ça peut être Vénus. Ça peut être Vénus qui parfois brille très fort dans le ciel. Ouais. Et après, l'effet de mouvement peut être créé par le fait que les nuages, Bouge, passe quand devant. quand ils Un bougent, peu comme quand tu es dans on le a- train et que tu es à l'arrêt, que tu as un Exactement, train qui démarre. exactement. On a l'impression que la boule blanche, mais en fait, Ouais. la boule ne bouge pas, ce sont les Et- nuages qui passent devant. Et là aussi, personne sur le bord de la route s'est arrêté pour regarder. Il n'y a que Non. vous qui étiez. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu que moi. Bon, écoutez, Mais je Stéphanie. pense que ce soit Vénus, hein, parce que quand même, c'était énorme, c'était bas, quoi. Mhm. Ouais. Bah, Vénus, oui, c'est haut. On les voit hautes. Ça dépend de l'année. Ça dépend de l'année. Des fois, ça peut être un peu. Vénus peut être, enfin, ce qu'on appelle l'étoile du berger aussi. Hein. Ouais. Peut être basse sur l'horizon. Ça dépend en fait de l'année. Bon, Oh, écoutez. Mais c'est peut-être autre chose. Hein. Attendez. Ouais. Oui, Enfin, oui, garantis pas que sûrement. je peux pas Mais je savoir. ne sais pas ce que c'est. Ouais, ouais. Bah, nous La non dernière plus. aussi. Alors après, la problématique, c'est que c'est ça la libre antenne, c'est-à-dire qu'on vous écoute, on recueille avec plaisir vos témoignages, mais on n'a aucune certitude et on ne sait rien, on ne peut pas analyser parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont dans le ciel que c'est compliqué. Pour ça, j'essaie de balayer en Bien fait, sûr, bien d'écarter ce qui vraiment ça peut pas être ça. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, Stéphanie, merci d'avoir été avec nous ce soir sur BTLV. On vous embrasse très fort et portez-vous bien. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV. BTLV. La libre antenne, c'est tous les 15 jours sur BTLV. Et alors ce soir, vous verrez, il se passera quelque chose à la fin de cette émission. Vous vous rappelez, tu t'en souviens, Jocelyn, on avait reçu il y a quelques mois Anthony, qui se souvenait de son entre-deux-vie. C'est-à-dire qu'il se souvenait du passage de l'autre côté, de ce qu'il s'était passé de l'autre côté, et du moment où il revenait dans le corps et dans l'utérus de sa maman. Eh bien, il est venu me livrer son témoignage. On en aura un extrait dans l'émission. Et puis, à la fin de cette libre antenne, on aura les 10 premières minutes, car, bien sûr, l'émission sera mise en ligne uniquement pour les abonnés et ce sera le 5 mai. Donc j'espère que vous en profiterez peut-être pour nous rejoindre. Autre événement très important, le 19 juin, Patricia Daré et
avec nous puisque ce sera sa carte blanche. Le 19 juin, BTLV offre une carte blanche à Patricia Daré et inaugure un nouveau concept. Dès 19 h, rendez-vous au Forum 104, rue de Vaugirard à Paris, pour une soirée exceptionnelle. Cette carte blanche à Patricia Daré sera l'occasion pour vous d'assister à sa conférence, mais aussi de découvrir un deuxième conférencier qu'elle aura choisi d'inviter. Une soirée BTLV présentée et animée par Bob Bellanca. Infos et réservations sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. Carte blanche à Patricia Daré. C'est un nouveau concept donc, que nous lançons. Regardez cette soirée qui sera exceptionnelle puisqu'elle a déjà choisi le conférencier qu'elle allait inviter. C'est une conférencière, vous ne serez pas déçus. 2 conférences pour le prix d'une. Le 19 juin, donc à Paris, c'est Forum 104, métro Vaugirard, dans le 6e arrondissement. Alors souvent, on est fustigé, on nous dit ouais, c'est toujours à Paris. Non, c'est la première fois qu'on revient à Paris depuis au moins 5-6 ans. On a toujours fait des choses en région. Et cette fois-ci, on revient à Paris et ce sera idem pour les rencontres du ministère des Expliqués au mois de novembre. Mais après avoir vécu tous ces événements cataclysmiques et pandémiques, on voulait revenir à Paris pour offrir aussi aux Parisiens des conférences. Et c'est le début d'une série, la carte blanche à Patricia Daré. Rassurez-vous, 01 86 22 21 20. Nous sommes avec Fanch qui est avec nous. Bonsoir Fanch. Bonsoir Bob, bonsoir l'équipe. Ravi de vous accueillir Fanch. Vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle de la ville aux 5 ports dans le sud-ouest du Morbihan. D'accord. Ah bah tiens, j'ai jamais autant parlé du Morbihan parce que j'y étais il y a 10 jours. Et effectivement, j'étais à La Roche-Bernard. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez La Roche-Bernard. Oui, bien sûr. Voilà, donc sur la Vilaine, là, donc c'était assez joli. Et voilà, c'était assez sympa. Je connaissais pas, donc moi qui à chaque fois me moquais un peu des Bretons pour le temps. J'avais été à Carnac pour voir les alignements. Bien sûr, parce que ça m'intrigue. Et puis la Trinité, c'est magnifique. Ah oui, c'est très très beau. Bon, alors dites-moi, Fanch, vous avez eu des prémonitions un peu particulières, vous, c'est ça ? Alors, particulières, oui, très spontanées, naturelles. Je vais dire que j'en ai eu 4 en l'espace de 24 ans, entre 99 et 2022, dans le sens où je discute d'une personne qui est en train de décéder en direct. Ah. En gros, c'est-à-dire que je suis avec une personne, donc la première fois avec mon père, la deuxième fois avec un ami, et pendant que je discute de la personne qui est à l'hôpital ou qui est souffrant, donc je discute avec mon ami, et cette personne est en train de décéder. Voilà. Alors, est-ce que vous saviez que ces personnes étaient à l'hôpital ? Oui, je savais, tout D'accord. à fait. Je savais qu'elles étaient souffrantes, je savais qu'il y avait des soucis, des gros soucis de santé. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est de la prémonition ? Parce que finalement, ça peut nous arriver tous, de discuter de quelqu'un, t'as vu, papa, il est à l'hôpital. Et au moment, moi, j'ai perdu mon papa comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où je discutais avec ma femme, il décédait alors que je venais de le quitter, genre 2 heures avant. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas mis ça sur le dos de la prémonition, mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'était une prémonition ? Alors, la première fois, je me suis dit, c'est du hasard. C'était en 99, je discutais avec mon père de mon grand-père paternel, qui était chaudronnier. Et, après le dîner, vers 20h, je lui posais des questions sur sa jeunesse, si son père lui avait fabriqué des jouets et autres. Et vers 20h20, 20h25, donc la maison de retraite a appelé mon père en lui disant voilà, votre papa est décédé, venez en urgence pour régler ce qu'il y a à régler. Donc cette première fois-là, j'ai mis ça sur le compte, d'une espèce de... C'était le hasard, voilà, totalement le hasard. Coïncidence. Ouais, coïncidence. Coïncidence, exactement, une coïncidence. Et puis, donc en décembre 99 de la même année, je décide de partir en vacances en Guadeloupe, chez un ami. Et la fin décembre, vers le 30, je me sentais pas bien, comme si j'avais une gastro, qui ne se prononçait pas. Je n'étais pas bien. Donc le 31 se passe, le 1er janvier 2000, j'appelle mes parents pour leur fêter la bonne année. Et la journée se passe normalement, on se repose avec le copain après une bonne soirée. Et le 2, pourquoi, vers 6h du matin, je me suis réveillé pas bien du tout. Et je me suis dit, il faut absolument que j'appelle la famille en Bretagne. Donc j'appelle vers 6h du matin, 6h30 en Guadeloupe. Il était à peu près midi et demi, donc en France.
enfin, dans l'Hexagone. Mhm. Et je dis à ma mère, est-ce que tout va bien? Ma mère me dit, il y a une grosse tempête, tout va bien, ne t'inquiète pas. Et puis bon, la conversation se termine, je décroche, je raccroche. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, Ouais. quoi. Je savais pas. Je sentais que ça n'allait pas. C'était Voilà. en vous que vous aviez quelque chose? Oui, Ouais, c'est ça? oui, Ouais. oui, tout à fait. Je sentais psychologiquement, psychiquement et physiquement qu'il y avait quelque chose qui se tramait, je sais pas quoi, Mm. mais ça n'allait pas. J'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. Donc, je téléphone le lendemain en posant toujours la même question et ça a duré 3-4 jours. D'accord. Les vacances se terminent mi-février, je reviens sur Nantes à l'aéroport. Mon père me récupère et me dit le plus calmement possible, écoute, Joss est décédé, c'est une amie très proche de la famille. Voilà, elle est décédée le 2 dans la nuit, le 2 janvier dans la nuit. Voilà. Et là, je me suis dit, tiens, bizarre, à cette période-là, donc entre le 30 et le 30 décembre et le 2 janvier, Mhm. j'ai senti quelque chose arriver, quoi, je ne sais pas. Donc là, je me suis dit, c'est plus un hasard. Voilà, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que vous avez la sensation qu'à chaque fois que vous viennent en tête des personnalités ou des personnes que vous aimez Que ou que je vous chéris. connaissez et que vous chérissez, effectivement, bah, il y a un malheur qui arrive, en fait. Ça vous vient à l'esprit, il y a un malheur qui arrive, en fait, c'est ça. Alors, je pense pas forcément tout de suite au malheur, parce que ça vient, je pense, à ces personnes-là de manière tout à fait naturelle et spontanée, comme je vous l'explique au début, sans forcément penser à la mort qui arrive, Mm. pas du tout, mais voilà, c'est cette sensation bizarre, très Et, bizarre. et dans le cas de la deuxième personne, est-ce que vous aviez pensé à elle ou alors vous avez été Pas surpris? forcément. Non. Ça a été, alors je savais que cette personne était malade, hein, elle avait la maladie du fer, je ne sais pas comment s'appelle cette maladie-là. Elle était malade, mais je ne pensais pas du tout à elle à ce moment-là clé de mes vacances en Guadeloupe. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se tramait, tout simplement. Mm. Ouais, c'est un ressenti, quoi. Mais Un vous savez, ressenti. c'est pas, c'est assez courant quand même, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont D'accord. vous savez, qui sentent quelque chose, qui disent tiens, il y a un truc qui Ouais. va pas, je me sens pas bien. Je ne sais pas si on peut parler de prémonition. Moi, j'emploie un autre terme. Non, De sensibilité, pressentiment. pressentiment. Ouais, peut-être que c'est c'est oui. peut-être mieux que prémonition, effectivement, parce que prémonition, c'est-à-dire que vous voyez la mort avant qu'elle n'arrive. Là, Oui. c'est au moment où il se passe quelque chose que vous avez Un ce malaise, pressentiment. un malaise. Et ça nous arrive tous, hein. On dit tiens, c'est marrant, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas bien se passer. Et il y a plein de gens à qui ça arrive. Et d'ailleurs, souvent, par exemple, il y a des mamans qui savent à l'instant T que leur fils est décédé, il y a un truc qui se passe, un froid dans le dos, il y a quelque chose. Eh bien, c'est peut-être un peu ce Tout à qui se passe fait. chez vous, hein. Tout à fait. Tout Ouais, à fait. c'est peut-être, plus tout à un fait. pressentiment, effectivement. Et c'est arrivé encore une fois? Ouais. Alors, c'est arrivé, j'étais ambulancier, j'ai passé mon DEA Ouais. d'ambulancier en 2008 et je faisais tous les services de l'hôpital à l'époque. Je faisais de l'interrégion, Paris, Nantes, enfin, Brest, tout ça. Ouais. Et je transportais des gens qui étaient en oncologie, qui allaient faire leurs rayons, qui allaient faire leur chimio, et ainsi de suite. Donc, en 2010, j'apprends que mon père a un cancer des poumons, et je me dis, hop, là, c'est bizarre, il se passe un truc. Bon, Ouais. l'année 2010 se passe, l'année 2011 se passe, mon père se fait opérer, et 2012 arrive, où il était en phase terminale, et le mercredi 18 janvier 2012, pardon, je me réveille avec mon père qui me parle clairement dans ma semi-conscience endormie. Ouais. Fanche, retourne-toi, je ne te vois pas. Donc je me suis réveillé à 5h36 exactement. Ça me fait tout bizarre. Je savais que ça n'allait pas. Quoi, je sais pas encore. Peut-être une prémonition et sûrement une prémonition. En tout cas, j'étais pas à l'aise du tout. Je me suis dit, il faut que je file à l'hôpital. Je connais le service. Il faut que j'appelle ma mère. Et je me suis dit, j'ai essayé de me calmer. Et à 7h30, ma mère m'appelle en me disant, écoute, ton père est au plus mal. Il faut qu'on aille à son chevet. Donc on est arrivé à l'hôpital, j'ai vu mon père, je lui ai dit écoute, je t'ai entendu, on est là, c'est bon, tu peux te poser. Et mon père s'est calmé dans les 20 minutes, une demi-heure qui arrivait. Et il est décédé dans mes bras à 14h55. Il a donné son dernier souffle et voilà.
Alors, ça aussi, peut être, enfin, je ne sais pas si c'est on la a souvent prémonition, mais non, c'est on le a, pressentiment aussi, c'est-à-dire qu'on oui, sent il y a quelque peut-être chose. même alors, je vais même essayer d'aller plus loin. Il y a peut-être même une forme de télépathie. Ouais. C'est-à-dire que, Alors avec mon père, exactement. Ouais. Je pense que c'est peut-être une forme de télépathie Après, dans le sens où mon père m'a réanimé quand j'avais 3 mois. J'ai fait la mort subite du nourrisson Ouais. et il m'a fait du bouche à nez. Donc on était très proches. Il y avait quelque chose de très proche entre nous deux. Ouais. Donc il y avait un lien très très fort, quoi, Ouais, c'est ça. ouais. Donc Très voilà. fort, oui, Et exactement. mais ça peut être ça, hein, c'est-à-dire qu'en fait, après, bon, une voilà. information qui vient. C'est pas scientifique, mais on a beaucoup d'histoires de gens qui racontent qu'au moment du décès d'une personne, ils reçoivent un message, enfin, ils ont l'impression D'accord. qu'ils ressentent que voilà, c'est la fin, enfin, des choses comme ça. D'accord. Mais bon, ce sont des témoignages, hein, mais il y en a souvent. Et ça arrive quand même assez souvent, hein. Ouais. On a pléthore de témoignages de gens qui disent ce jour-là, je savais que mon fils qui était à l'autre bout de la planète était décédé. Je l'avais senti, il s'est passé quelque chose. Voilà, un enfant, un mari, etc. Tiens, il rentre pas, il est arrivé malheur. Enfin, et voilà. Alors, voilà, on ne sait pas si on est entre. Est-ce qu'il y a eu un message émis par la personne qui est en train de mourir? Est-ce que c'est une forme de sensibilité extrême? Alors on appelle ça pressentiment, prémonition, ce qu'on veut en fait. Il y a un lien, ouais. Mais il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la relation entre l'animal et le maître, tu sais. Il y a ça aussi. Oui, quand le maître sait que enfin, quand le chien sait que le maître, ou le chat, quand le maître va arriver, oui, ils se mettent devant la porte, etc. Devant la porte 10 minutes avant, on ne sait pas pourquoi, Voilà. comment il peut le savoir. Voilà. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être de cet ordre-là. Et donc, ça vous a ouvert quelque chose dans votre esprit? Ça vous a changé quelque chose, Fanch? Alors, effectivement, moi j'étais très proche de mon papa et de 2012 à 2022, je n'avais pas une semaine où je ne rêvais pas de lui, où dans mes rêves on discutait, où je le prenais dans mes bras, où je sentais son odeur, où on faisait que de se regarder dans des situations, dans l'ancienne maison, dans mon appartement, dans leur appartement à la fin quand il était à la retraite et déjà malade. Et un jour, pour qui, pourquoi, l'été 2022, je parle jamais pendant mon sommeil. Je me suis réveillé très brusquement avec ma voix qui m'a réveillé parce que j'ai une voix qui porte et je disais en gros, maintenant les esprits, vous arrêtez de m'enquiquiner, je suis fatigué, j'ai envie d'être tranquille. Je me suis retourné et dans l'encadrement de ma porte de chambre, j'ai vu 3 silhouettes sombres. Et je me suis dit, bizarre, il se passe quelque chose, peut-être que je vais être tranquille. Et effectivement, je me suis rendormi dans ma semi-conscience. Je ne sais pas si j'étais endormi ou pas. Enfin, j'étais semi-conscient. Et depuis, je ne rêve plus de mon papa, ou très peu, du moins que d'habitude. Et je ne me sens plus ennuyé du tout de cette espèce de sentiment. Vous parliez de prémonition ou autre. Il y a une énergie qui est partie ou une autre qui est arrivée, je sais pas. D'accord. Et ça s'est arrêté là? Il y a eu 3 expériences ou une autre fois? Alors il y en a une autre. Oui. Ma grand-mère qui était centenaire, qui a eu ses 100 ans en février 2022, est tombée chez elle. Elle est restée une nuit inconsciente. C'est sa femme de compagnie qui l'a retrouvée au petit matin. Ma mère y est allée en urgence. Elle a retrouvé sa maman pas bien du tout. Ma mère me dit le vendredi matin, écoute, ta grand-mère a déjà son masque mortuaire, elle est pas bien du tout, elle est envoyée d'urgence à Vannes. Et voilà. Donc le samedi après-midi, j'ai un ami qui vient boire un café et encore une fois, je discutais avec lui de ma grand-mère qui était à l'hôpital. Et un quart d'heure, 20 minutes plus tard, quand cet ami est parti, ma mère m'a appelé en pleurs et en criant « Maman est partie, il faut que tu viennes d'urgence à la maison. » Voilà. Alors, Fanch, ma dernière expérience. Je voudrais, devant tout le monde, vous dire que je vous invite à ne jamais parler de moi. Parce qu'à chaque fois que vous parlez de quelqu'un, ça sent le roussi quand même. Hein, donc voilà. Donc évitez de parler de moi parce que voilà. Non mais trêve de plaisanterie. Effectivement, je pense que c'est l'ordre de cette télé. Enfin, en fait, peut-être que vous captez des messages finalement. Je sais pas. Je sais pas ce que vous captez, mais des réponses.
Bah oui, mais les réponses, vous savez, si on les avait, j'aurais fermé BTLV depuis longtemps. Ah, Donc, bien sûr. c'est ça, parce on est beaucoup dans le questionnement. Mais Bien sûr. après, on avance petit à petit, on s'aperçoit que le quantique ouvre des portes. On s'aperçoit que le possible champ akashique commence à être étudié. On imagine peut-être qu'il y a des informations qui circulent un peu dans l'univers, qui sont un peu au-dessus de nous. La possibilité d'une conscience extraneuronale peut aussi apporter cette information. D'accord. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette conscience extraneuronale qui vient vous alerter, qui vient vous châtiller, vous chatouiller, vous interpeller. Et tout ça, voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne doit rien fermer sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui vous est arrivé là, ça arrive à plein de gens. Et en fait, Bien sûr. on ne sait pas pourquoi ça arrive. Et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a la sensation quand même que quand on est dans un lien filial, il y a quelque chose qui se passe. Quand on est dans un lien je pense. amical, quand il y a une relation forte, on sait que Oui. l'homme est un animal social et sociable, Oui. et il a besoin de se connecter. Et là, on a la sensation que finalement, vous êtes connecté, et cette connexion, elle vous alerte dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est tout à fait ça. Et sachant que moi, cette connexion, je l'avais avec mon papa. Et quand je vous dis que j'ai rêvé de lui pendant 10 ans, non-stop, il n'y avait pas une semaine où je ne rêvais pas de lui, où on était en communication et autres. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bah écoutez, en tout cas, c'est un joli témoignage que vous nous avez livré, Fanch, Merci. ce soir sur BTLV. On vous souhaite une très très belle soirée du côté de la Bretagne. Et puis Merci. à très bientôt. Au revoir. Merci. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. On aura l'actu UFO tout à l'heure avec Pascal Fechner du Maybe Planet, bien sûr, mais parmi les actualités, ce mois-ci, une cinquantaine de squelettes enfouis depuis le IIe siècle. Je ne sais pas si tu as vu l'information au Josselin, à quelques mètres de l'entrée de la station du métro Port-Royal, en plein Paris, sur la rive gauche, ont été retrouvés lors de travaux sur le RER. Cette nécropole dite de Saint-Jacques, la plus grande de la cité gallo-romaine, était connue car elle avait été partiellement fouillée au XIXe siècle. Mais à l'époque, les chercheurs s'étaient concentrés que sur les bijoux, toutes les choses assez belles. Eh bien, ils ont découvert bien sûr les squelettes. On a un sujet de l'AFP, regardez. Globalement, l'histoire antique de Paris est mal connue et les pratiques funéraires de Paris sont mal connues. Là, aujourd'hui, on en sait plus sur les lieux d'approvisionnement des Parisiens parce que ce qu'on retrouve dans les tombes, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'habitat. On va pouvoir faire des études sur l'ADN grâce aux ossements qu'on a pu retrouver. On en saura plus sur l'état sanitaire des populations. Donc, on s'approche avec une petite série vers une meilleure connaissance de la population de Paris dans l'Antiquité. Voilà, un sujet de l'agence France Presse. C'est intéressant ce qu'il dit l'archéologue, parce qu'en fait, on découvre finalement comment on vivait à l'époque. Moi, en plus, je suis passionné par la période gallo-romaine et par la naissance de Paris. À ce moment-là, Paris n'existe pas, c'est Lutèce. C'est Lutèce, bien sûr. Lutèce. C'est gallo-romain, là. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, on est en pleine période gallo-romaine, 2e siècle après JC. Oh, JC, un ami. Et on est à Saint-Jacques. Donc Saint-Jacques, c'est déjà à l'époque, c'est déjà en dehors. Enfin, Lutèce, c'est tout petit. Ouais. Alors, c'est pas comme dans Astérix, c'est un peu plus grand que ça. Mais les principaux édifices, etc., sont un peu plus vers le nord. Et je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, et si vous venez à Paris de temps en temps, à aller visiter les arènes de Lutèce. Les arènes de Lutèce. C'est magnifique. Moi, j'ai fait une soirée. J'ai trouvé ça incroyable. Ou le musée de Cluny.
Oui, exactement. Avec les termes. C'est vrai. Voilà. Alors c'est un musée du Moyen-Âge, mais par contre il est dans un endroit gallo-romain. C'est juste exceptionnel. Alors, dans un instant, on va avoir Renée qui va nous parler. Elle a vécu une expérience de transcommunication instrumentale avec le papa de son ami. Mais on va revenir sur Anthony. Vous savez, le témoignage que nous avons eu il y a quelques mois, fascinant, témoignage que nous avions eu dans la libre antenne. Et on s'était promis de l'inviter, Anthony, pour avoir, bien sûr, tout le récit. Ça a duré 1h10 à peu près. Ce sera en ligne le 5 mai prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, pour les abonnés. Extrait. À l'âge de 6 ans, on est venu me chercher pendant que je dormais, c'est-à-dire en projection astrale, pour m'expliquer, enfin pour me montrer quelle était ma vie antérieure. Et en fait, je suis en train de voir mon enterrement. Puis une fois que c'est terminé, je commence un voyage. Alors, je vois cette lumière qui arrive. Il y a une espèce de catapultage dans quelque chose. Et là, j'arrive j'arrive dans un plan où on est comme si on était dans l'espace. Et apparaît un rectangle blanc qui fait office de porte. Je rentre dans ce rectangle de lumière. Et là arrive donc ce qu'on appelle la revue de vie. C'est intéressant, bon voilà, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est la relation que j'avais avec mon ex-femme. Ce qui est difficile, c'est qu'à un moment, on switch. C'est-à-dire que je me retrouve, c'est comme si j'étais dans le corps de ma femme. Et je prends toutes les sensations, je me vois faire comment j'ai pu, entre guillemets, mal donner mon amour. Là, on prend une claque. On se rend pas compte à quel point... On est parfois à côté. Oui, c'est la claque de ma vie. Souvenir de l'entre-deux-vie. Anthony, ce sera disponible le 5 mai sur btlv.fr. 1h10 d'entretien exceptionnel. Ce qui m'a bouleversé et ce qui m'a interpellé, c'est le récit raconté pendant 1h10 sans jamais hésiter, avec de l'émotion, comme on a pu le voir là, mais il n'y a pas d'hésitation sur le récit. C'est ça qui est absolument fou. Alors, soit il l'a appris par cœur, mais dans tous les cas, c'était assez étonnant. J'ai senti beaucoup de sincérité, beaucoup de sensibilité chez Anthony. Donc, et à la fin de cette libre antenne, là, tout à l'heure, dans 1 heure, eh bien, on vous diffusera les 10 premières minutes de cet entretien. J'espère que ça vous convaincra de venir nous rejoindre sur BTLV, car on le rappelle, sans les abonnés, il n'y a pas d'émission en clair. Il n'y a que vous qui soutenez ce média. On n'a pas de publicité. J'adore parce qu'il y a beaucoup de gens sur la toile qui disent « Ouais, il y a de la pub tout le temps sur BTLV ». Non, ce sont des extraits d'émissions que les abonnés peuvent avoir en exclusivité. Il n'y a pas beaucoup de publicité. On n'a pratiquement pas. Et quand il y a, par exemple, on va tout à l'heure passer un extrait d'un magazine, c'est parce qu'on est partenaire de ce magazine. Mais on touche 0 € en termes de publicité. Il n'y a que les abonnés qui soutiennent ce média. Et c'est pour ça que je ne peux que les remercier. René est avec nous, 01 86 22 21 20, c'est la libre antenne. Eh bien, René, vous toussez, donc on est ravis de vous accueillir. Bonsoir Bob et bonsoir Jocelyn. D'abord, je voudrais vous dire que vous avez une bonne bouille là tous les deux. Ah bah c'est gentil. Je vous aime bien. Ça nous fait bien plaisir. En tout cas, on est ravis, on est là pour vous. Voilà. Alors René, vous nous appelez parce que vous avez vécu. On a fait d'ailleurs une émission il n'y a pas longtemps sur la transcommunication instrumentale. J'espère que vous l'avez vue. Et vous en avez vécu une avec le papa de votre ami, vous, c'est ça? Oui. Ça remonte aux années 90. Ouais. À cette époque-là, on avait les fameux téléphones avec les touches, le fixe avec les touches. Bien sûr. Bon. Alors, donc, comme j'expliquais à Valentin, j'allais toutes les semaines chez mes parents qui habitent à une quarantaine de kilomètres. Donc, ils me prêtaient sa voiture. Et André, c'est quelqu'un, il est un peu lunaire. Bref. Donc, ce samedi-là, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut encore? Peut-être qu'il ne viendra pas. Enfin, je stressais. Je regarde par la fenêtre, je le vois passer comme une flèche. Bon, je dis, je vais attendre, il va arriver. Il n'arrive pas. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce téléphone, c'est lui. Donc, j'appuie sur la touche qui correspond à son prénom. Et on décroche. Alors, je dis, merde, j'ai peut-être mal fait ou j'en sais rien. Je reconnais pas sa voix. Je dis André, oui, qu'on me répond. Bon, je suis peut-être tombée sur quelqu'un d'autre qui a le même prénom, mais c'est tout. Ça, j'ai fait ça 2-3 fois. Au point où la troisième fois, j'ai fait carrément le numéro. Je n'ai pas réappuyé sur la touche enregistrée. La touche correspond. Voilà. C'est ça. Donc, et rebelote. André, oui. Écoutez, monsieur, je dis, je suis bien André. C'est André Slembrook, excusez-moi pour le nom. Enfin, bref. Oui. Je dis, merde. Vous êtes qui, monsieur? Je suis son père. Mais alors,
attendez, là, j'étais complètement à la ramasse, hein, je vous dis franchement. Voilà mon André, enfin, qui arrive. Et je lui dis, écoute, il m'est arrivé un drôle de truc. Je dis, ton père, il s'appelait comment? Bah, André, comme moi. Oh là là, quand je lui ai expliqué le topo, j'ai dit, parce que son père est décédé dans un accident d'autobus. Ouais. Il avait une société de transport d'autobus et il faisait un voyage avec des personnes, donc ils ont eu un accident. Et il est décédé comme ça. Mais je dis, attends, mais c'était clair et net, hein. Il y a un point qu'à chaque fois que je raconte ça, je me demande encore aujourd'hui si j'ai bien entendu, parce que bon, c'est à peine croyable, hein, ce truc-là. Et puis moi, il m'en est arrivé d'autres aussi. Par exemple, je me suis occupée d'une personne âgée pendant quelques mois parce qu'il avait une tumeur au cerveau et un bonhomme beaucoup de caractère. Enfin, ça, c'est le petit aparté. Oui. Et puis, dans la nuit du vendredi au samedi, quand je me réveille la nuit, je regarde automatiquement l'heure. Et je regarde 4h30. Bon, je me rendors et je rêvais de Monsieur Jean. Et il me disait, écoute René, nettoie-moi la bouche parce que, enfin, Nicole, elle n'a pas fait ma toilette. Enfin bref. Donc, je rêvais que je lui nettoyais la bouche. Le lendemain matin, je dis, je vais téléphoner pour demander de ses nouvelles. Et c'était sa petite amie qui avait décroché. Je dis, Monsieur Jean, comment va-t-il? Bah, il est parti ce matin à 4h30. D'accord. Alors c'est marrant parce que ça rejoint un peu le témoignage qu'on a eu juste avant où effectivement il y a du pressentiment, il y a un gros pressentiment. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a un lien, il y a une connexion. Et alors, ce qui est curieux aussi, c'est la première histoire que vous nous avez racontée avec le papa de votre compagnon qui s'appelait André, parce que là il y a un dialogue qui s'installe. C'est-à-dire que oui, mais c'était clair et net. Comme quand la personne qui décroche et qui te dit bonjour, c'est pareil. Donc, c'est vraiment... c'est hallucinant. Et à chaque fois que j'y pense, je me dis, bon, j'ai peut-être rêvé la présence de ma sœur dans ma chambre des années après son décès. Et on sent une présence et on sait qui c'est. Et ça, c'est curieux aussi. Parce que bon, à la limite, vous savez comme quelqu'un que vous sentez qui vous regarde. Oui, bien sûr. Mais on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, Jocelyn, c'est presque la télépathie, les choses, des informations qui vous sont envoyées, que vous captez. Et moi, j'ai une question là. Quand vous avez entendu la voix du père de votre ami qui disait je suis le papa d'André, quelque chose comme ça. Et après, ça s'est arrêté là, la conversation, ou ça continue? Je ne sais plus. Je crois que j'ai dû raccrocher, j'en sais plus, parce que ça remonte aux années 90. Donc, mais ça, c'est un truc que je n'oublierai jamais. En plus, moi, je ne connaissais pas son père. Donc, André, ça a été un ami que j'ai rencontré sur le lieu du travail, tout ça. Bon, il rendait service à tout le monde. Oui. Justement, votre compagnon, finalement, quand vous lui avez raconté ça... C'est pas mon compagnon. Non, mais le papa de votre compagnon, donc vous lui parlez, mais André, votre ami, et lui, il dit quoi quand vous lui dites « j'ai parlé à ton père » ? Je lui ai dit, écoute, il m'est arrivé ça, et puis bon, j'ai réexpliqué l'histoire comme je vous l'explique là maintenant. Il m'a dit, bah, tu crois ça? Alors il me dit, écoute, il dit, le cerveau est un récepteur. Il dit, il y aurait rien de drôle que, mais bon, on n'a pas épilogué là-dessus à l'époque, je ne sais plus vraiment la conversation complète qu'on a eue à ce moment-là, mais c'est curieux, curieux. Et puis alors, le mieux de tout, excusez-moi de vous allez-y. Le mieux de tout, c'est que j'ai refait le numéro après. Et alors? Des jours après, je dis, je vais peut-être retomber dessus. Non, rien. Et j'ai fait la même chose aussi avec le numéro de mes parents. Je dis, ça m'est arrivé une fois, peut-être que ça arrivera et que je vais communiquer avec ma mère ou mon papa. Bah non, rien du tout. Ma sœur, j'ai senti sa présence 2-3 soirs. Puis après, ça a été fini. Et un ami et collègue de ma fille, qui est médium, il m'a dit, t'aurais dû faire l'écriture automatique à ce moment-là. Mais j'ai pas pensé. Oui, après on peut tout imaginer, mais c'est vrai que... Et après, certains spécialistes disent que ces défunts, finalement, peuvent communiquer un certain
temps parce qu'ils sont peut-être entre deux étapes, etc. Alors, ça fait partie des suppositions, des théories, hein, parce qu'on a aucune certitude sur le propos et sur la réalité des choses. Mais effectivement, en tout cas, c'est un joli témoignage là encore. Hein. Ma mère, quand j'allais la voir, à l'époque, quand j'habitais encore dans le coin, je n'avais qu'à traverser le jardin pour aller lui dire bonjour. Elle me dit, écoute René, je vais te dire quelque chose à toi, je peux le dire parce que tu vas pas rigoler. Je sens Mémé qui est là, ma grand-mère maternelle. Genre, bon, elle est où? Bah là, elle est près. Elle est près de moi. Pareil, elle a sorti sa présence plusieurs jours et puis après. Mais ça, c'est vraiment. Il y a peut-être aussi une sorte de don, alors appelons ça comme ça, une capacité faculté, ou une faculté qui se transmet de votre grand-mère, de votre maman, de vous. Il n'y a pas de médium dans la famille. Non, mais c'est pas forcément. Non, mais médium, on peut très bien avoir des pressentiments, une intuition, sensibilité. Voilà, une sensibilité sans être médium. La mienne, elle est exacerbée. Eh ben voilà. Donc, c'est et peut-être puis on ça. est ouvert à ça aussi, il faut s'ouvrir. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est sûr que si vous êtes complètement fermé à tout ce qui est irrationnel, vous n'aurez rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr, voilà, bien on sait sûr. très bien qu'il faut être à l'écoute des synchronicités, des sons, des petites choses, etc. Ouais. Bon, ben écoute, en tout cas, René, on vous embrasse très fort. Merci. Moi aussi, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Mais je vous en prie et à très Bonne bientôt. soirée à vous deux et à bientôt. Merci. Au revoir. Continuez comme ça, merci beaucoup. Au revoir. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. C'est le numéro que vous devez composer pour témoigner. On a besoin de vos témoignages. Ou alors, vous nous écrivez un petit mail à rédaction@btlv.fr, sans oublier bien sûr de laisser vos coordonnées afin que l'on puisse vous rappeler. C'est Valentin qui se charge de ça et qui vous propose des passages, des jours et des heures de passage pour que vous puissiez nous livrer votre expérience aux frontières du paranormal, du mystère, de l'inexpliqué. On va saluer tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. J'ai complètement oublié de le faire. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est là. Merci d'être chaque jour là, de partager cette émission. On a besoin de vous. Sur Facebook, vous pouvez mettre des étoiles. Sur Twitch, vous êtes de plus en plus nombreux. On est sur LinkedIn, on est sur Twitter, on est sur YouTube. Et sur YouTube, pareil, on prend 1000 abonnés par semaine. Donc, on est ravis en tout cas de vous avoir et de savoir que vous êtes nombreux devant votre ordinateur, devant votre tablette ou votre mobile à nous regarder. Je rappelle aussi que si vous avez une Smart TV, il vous suffit d'aller sur YouTube, vous mettez BTLV, vous nous avez en direct. Et puis, si vous êtes même abonné à BTLV, j'espère que vous l'êtes. D'ailleurs, tiens, hop, rien que pour vous. Vous mettez btlv.fr dans la barre de recherche de votre télé connectée. Vous allez arriver sur la homepage de BTLV. Vous rentrez vos accès, les mots de passe, etc. Et vous aurez, après, toutes les émissions de BTLV sur votre écran géant ou petit, en fait, en fonction de l'écran que vous avez. En tout cas, c'était une chose que je voulais vous annoncer. Je vous en parlais tout à l'heure, on est partenaire d'un nouveau magazine. Il est sorti il y a une semaine, il marche déjà très très bien. Il est en kiosque, à un certain prix. Mais grâce à BTLV, c'est beaucoup moins cher si vous passez par chez nous. Le nouveau magazine Infinité explore les univers invisibles. Dans ce numéro 1, découvrez les expériences de mort imminente, voyage aux confins de la conscience. Psychologie, développement personnel, âge clandestin, résilience, énergie subtile, plongez dans l'aventure spirituelle et découvrez un monde de sagesse et de profondeur intérieure. Le premier numéro d'Infinité est actuellement disponible chez votre marchand de journaux. Profitez de l'abonnement exceptionnel en partenariat avec BTLV au prix de 29,90 € au lieu de 51,60 €. Infinité, le magazine de la spiritualité et des mondes invisibles. C'est quand même pas mal, 50% de réduction. Tu participes. Oui. Voilà, tu as écrit un papier. J'étais en train de me dire ce que je le dis. Ouais, mais tu peux le dire, bien sûr. J'ai écrit un article sur les fantômes à Washington. Ouais, que tu avais ramené, bien sûr. Oui, j'en dans avais ta parlé sur besace, BTLV. Voilà, mais exactement. là, c'est la version imprimée, on va dire, avec des photos et tout. Et surtout, il y a Egon Kragel, il y a à peu près 20% de maladies du magazine qui est avec BTLV, hein, puisqu'on a collaboré avec Erwan Lecourtois, qui dirige la rédaction de ce magazine. Et on est partenaire, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, partenariat, OK, mais il faut qu'il y ait 50% pour les abonnés de BTLV, ou même pas que les abonnés, pour ceux qui nous suivent. Hein. On va mettre le lien, bien sûr, comme d'habitude, tous les liens, vous les retrouvez dans le chat, hein, ou sur btlv.fr pour vous abonner. Il y a de quoi lire. Ah bah oui, il y a de quoi lire. C'est magnifique parce que c'est plus de 150 pages. Hein. C'est un joli magazine. La maquette est vraiment très, très, très belle. Je vous invite vraiment
vraiment à vous l'offrir parce que c'est très... On est dans très- le haut de gamme du paranormal. Exactement, et avec une très très belle rédaction. 01 86 22 21 20, je crois qu'on a Joanie qui est avec nous. Bonsoir Joanie. Bonsoir Bob, bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Ravi de vous accueillir Joanie. Vous êtes où en France, à l'étranger, quelque part dans le monde? Alors je suis toujours près de Angers dans le Maine-et-Loire. D'accord, Angers, magnifique. Alors vous avez Oui. vécu une EMI lorsque vous étiez bébé. Vous. Alors c'est pas commun hein, de s'en rappeler déjà. Oui, c'est pas commun. Et puis ce qui m'a rassurée au fur et à mesure que j'ai grandi et que j'ai lu, j'ai vu que j'étais pas un cas isolé et que j'avais lu quelques petites choses là du docteur Melvin Morse Oui. qui avait fait beaucoup de recherches justement sur les EMI chez les enfants et ben, ça m'avait rassurée parce que voilà quoi, je me suis dit ben, je suis pas seule. Alors quel souvenir vous avez de ça? Parce qu'en fait, une EMI, Voilà. c'est donc un arrêt cardiaque. Vous Voilà. décédez Alors, quelques instants et vous avez voilà. cette expérience de mort imminente. C'est pour ça que ça me gêne de dire EMI, parce qu'en fait, il faut effectivement un constat de mort. Et moi, je n'ai pas ce souvenir de constat de mort. Je n'ai même pas de souvenir d'une hospitalisation. Je vous raconte ma belle histoire, parce que ça reste ma belle histoire. Donc, Oui. j'ai entre 18 et 20 mois, à peu près. Et la chose que je me souviens en tout premier, c'est la douleur que le choc va produire, parce que je suis dans les vieux, on est dans des escaliers déjà des HLM des années 70, vous voyez, les marches en pierre, en Ouais, marbre, ouais, froid. ouais. Donc j'ai ce contact très douloureux au niveau de la colonne vertébrale et la pierre froide. Ouais, avec la matière, quoi, c'est ça. Ouais. Avec la matière, voilà. Je sens la matière et très vite, j'entends des cris. Et là, je regarde la scène déjà de haut. Et je vois ce petit corps qui roule sur les quelques marches, qui tombe, quoi. Et puis, je vois la scène, j'entends des cris de femmes, je reconnais ma mère qui monte les marches, plutôt que de les descendre pour me récupérer, elle monte les marches. Je la vois gifler ma tante. Ah. Je vois la personne chez qui on était, chez qui on sortait, qui sort sur le palier. porche pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et puis, voilà, tout de suite, je suis comme happée par un gros nuage. Un gros nuage lumineux, bien chaud, bien douveteux, bien rassurant. Et là, je vais arriver dans un décor hyper enfantin, avec des couleurs très arc-en-ciel, c'est pastel, mais j'ai envie de dire que les couleurs, elles ont une intensité, elles ont un son, une vibration. Et puis, je regarde mes pieds et c'est comme si je marchais sur de la guimauve ou des nuages et j'entends presque le bruit que fait mes pieds. Je tâtonne, en fait, sur ces nuages-là. Les bruits comme quand on marche dans la neige, un petit peu? Ouais, un petit peu. Cotonneux, voilà. quoi, c'est ça. Voilà, je ressens tout. Ouaté. Je ressens la matière, je ressens les vibrations des couleurs et tout. Enfin, c'est vraiment très beau, c'est beau. Et là, au loin, il y a une forme noire qui apparaît, une forme humanoïde, et je n'ai vraiment aucune peur. D'accord. C'est pourtant noir au milieu de ces belles couleurs, et ça s'approche, et je me rends compte que je sais que c'est un homme. Voilà, j'ai cette certitude-là. Et il m'amuse parce qu'en fait, j'ai comme l'impression qu'il retire de son dos une échelle, ou une échelle qui lui permet de passer de nuage en nuage, comme ça, et il avance tout doucement, sans me faire peur, gentiment, jusqu'à arriver face à moi. Et j'ai cette certitude de le connaître. Je sais que je le connais. Et comme ça, si je regarde de façon rapide, je peux distinguer aucun trait. Ouais. Pourtant, si je me concentre sur son visage, je vais deviner un visage long et fin et des traits fins. Si je me concentre sur son costume, je vais deviner qu'il porte un costume avec un blazer et je peux même voir les tissus, la matière. Tout est vivant, en fait. Et puis, on va se mettre à parler. Alors que j'ai 18 ou 20 mois, donc on balbutie à cet âge-là, on ne fait pas des phrases. Et la première chose qu'il va me dire, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Et je lui réponds « Je suis tombée, alors on m'a emmenée ici. » Et il va me répondre « Ah, mais c'est pas du tout le moment, là. Donc, je vais t'aider à redescendre. » Et je lui dis « Bah, non, enfin, je suis bien, moi, avec toi. Et lui, il me dit « Non, non, si tu as besoin de moi, tu m'appelleras. »
Donc c'est là que je lui demande, mais comment tu t'appelles? Ouais. Et il me dit Al, tu vas dire Al parce que ça sera plus facile pour toi. Si tu as besoin de moi, tu m'appelleras Al. Et puis, j'ai pas vraiment le temps d'en placer une, que je le vois poser son échelle sur le nuage au niveau de mes pieds, et hop, ça s'arrête. Voilà. C'est dingue ça. Ça s'arrête là. Ce qui est étonnant, surtout, c'est l'âge que vous aviez qui vous permet de vous souvenir de ça. Mais on en revient encore au témoignage d'Anthony qu'on écoutera en partie, puisqu'on mettra les 10 premières minutes. Anthony qui était venu nous livrer son entre-deux-vie il y a quelques mois sur BTLV. Oui, j'ai vu que ça sortait le 5 mai. Là. Voilà, exactement. et ça va être énorme. Et surtout, lui se souvient également de sa toute petite enfance et du moment où il rentre dans l'utérus de sa mère. Et vous allez voir pourquoi. Et peut-être que vous avez fait la même chose, vous vous en souvenez pas. Ouais. Mais lui, il a passé un deal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est absolument... dans son histoire, vous verrez que normalement, il est interdit, et on lui dit de l'autre côté, de se souvenir de cela. Sauf que lui, il a fait quelque chose et ils sont un peu, de l'autre côté, un peu obligés d'accepter. Donc je vous dis ça, je dis rien, et vous verrez, peut-être que vous en souvenez pas, mais que c'est la même chose que normalement, nos souvenirs, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, bébé, vous souvenir du choc sur la matière, du froid, etc. Et puis surtout cette conversation que vous avez quand même avec ce Al. Il m'a quand même dit, il faut que tu redescendes parce qu'il va falloir que tu t'occupes des gens comme moi. Ah, alors vous avez compris avec le temps qui c'était? Alors, étrangement, déjà, très vite, moi, la mort, c'est quelque chose qui ne m'a absolument pas fait peur. Okay. Mes parents habitaient en face d'un cimetière et j'y passais énormément de temps parce que je me suis dit, j'ai compris qu'il était mort. J'ai compris qu'il était de l'autre côté. Et donc, je passais du temps dans les cimetières pour m'occuper des tombes. J'allais voir les tombes abandonnées et je nettoyais les tombes et les choses comme ça. Comme beaucoup d'enfants, hein, quand on a un cimetière, moi je me souviens quand j'étais môme. On n'allait pas en boîte de nuit. On allait au cimetière, ça c'est sûr. Donc, voilà. Et aujourd'hui, donc j'ai travaillé aussi pendant 5 ans en médecine légale parce que je veux passer beaucoup de temps avec eux, je veux les rendre beaux, je veux leur rendre justice. Et maintenant, je travaille aussi en tant que réserviste, et c'est ça avec l'Institut de recherche criminelle, où je continue justement à m'occuper des défunts et à leur rendre justice, que ce soit d'un côté justice humaine et aussi, moi, mon but, c'est de les rendre le plus beau possible pour que la famille puisse se recueillir. Donc, je pense que dans cette phrase qu'il m'a dit, est-ce que c'est ce qui m'a orientée vers ma vie professionnelle? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Non, mais en tout cas, j'ai besoin de le faire pour le rendre justice. Parce que j'ai appris bien plus tard, donc quand même pour la petite histoire, parce qu'on peut se dire, c'était un très joli rêve, Joanie, voilà, tu en arrivais tous les soirs, parce que j'en rêve tous les soirs. Ah oui, quand même. C'est ma façon de me réconforter, ces images reviennent très souvent. Et puis donc je rencontre mon mari en 2007, je reçois ma tante ce jour-là, on boit un thé, et puis on parle des petits problèmes de famille, et elle me dit, tu sais, je n'ai jamais digéré la gifle que t'a mis ma mère, que m'a mis ta mère. Et là, Sébastien, mon mari, connaît l'histoire, parce que c'est quelque chose que j'aime partager j'ai beaucoup partagé avec lui. Et du coup, donc on se regarde tous les deux, et puis je dis, tiens, t'as reçu une gifle de maman. Et elle me dit, bah oui, en même temps, tu tenais jamais en place, je te tenais dans les bras, puis t'as basculé en arrière et t'es tombé dans les escaliers. Ah, ben voilà. Et là, j'ai compris. J'ai dit, au moins ça m'a rassurée. Je me suis dit, c'était pas qu'un rêve. Oui, c'est ça. Il y a une réalité, il y avait quelque chose de tangible. Il y avait quelque chose, voilà. Moi, j'ai une question, c'était sur vous avez ce souvenir ancré en vous, mais depuis toujours. Enfin, depuis toujours. Depuis toujours. Même petite, quand vous aviez 5, 6 ans, 7 ans, il était là. Ouais, c'est pas quelque chose que vous auriez oublié qui serait revenu. Ça a tout le temps été là. Toujours. Parce que effectivement, en fait, moi j'ai témoigné en début d'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que vous avez quand même beaucoup de témoignages. Mais j'avais passé une soirée de merde le soir du Nouvel An. Ah oui, ça y est, je me souviens. Très bien. Voilà. Et c'était tellement le bordel dans ma tête que je n'arrivais plus à entendre la voix. Donc il est passé par le biais du Bluetooth. Et plusieurs fois, quand j'ai besoin de lui, quand j'ai été dans le pétrin, parce qu'il m'est arrivé des petits coups durs dans la vie, cette voix est toujours intervenue. Alors pour vous, c'est quoi? C'est votre guide, votre ange gardien? C'est quoi? Votre ange gardien? Eh bien, vers 4-5 ans, je veux attraper mes œufs de Pâques sur le meuble que maman a mis en hauteur, et je fais tomber un petit coffret qui s'ouvre. Il y a 2 portraits dedans.
il y a le portrait de ma grand-mère et le portrait de Al. Et je dis, oh, c'est Al. Et ma mère ne tique pas. Elle tique pas, elle dit juste, oh là là, si tu appelles mon père Albert Al, je peux te dire que s'il était vivant, il te foutrait ton pied au cul. Parce que... Et en fait, je me suis dit, en fait, il s'appelle Albert. Et c'est lui, je l'ai reconnu. Donc, je sais que c'est mon grand-père. C'est pour ça que je vous disais, j'avais la certitude ce soir-là du Nouvel An que c'était lui qui intervenait encore. Et il a voilà, finalement, votre grand-père est votre ange gardien, votre guide, votre protecteur, et il est toujours là et il vous accompagne. Et vous avez la sensation qu'il est encore là dès que vous avez un moment de doute, d'inquiétude, vous le contactez, vous l'appelez? Il m'a sauvé la vie. Alors, si j'ai encore 2 petites minutes, j'ai une anecdote. Donc, on est en 2000. En 2000, je suis enceinte de mon premier enfant et je m'apprête à quitter mon conjoint qui est un homme violent. Et un dimanche matin, alors que je suis en train de préparer mes affaires et tout ça, il vient frapper à la porte et tout ça. Et comme je vis en appartement, j'évite de me faire remarquer par les voisins. J'ouvre la porte et là, j'ai la surprise. Il m'accueille avec une arme à feu. Ah, d'accord. Donc, ça dégénère très vite. Il me plaque au sol et j'ai l'arme sur la tempe. Et je me dis dans ma tête, oh putain, je vais mourir comme ça, quoi. Ouais. Merde. Et j'entends dans ma tête, justement, attends. Et je reconnais cette voix, je la connais au fur et à mesure. Attends. Et là, il s'apprête à tirer, mais l'arme, le coup ne part pas. Ah oui, et là, j'entends. Vous l'avez échappé belle. Ouais. J'ai entendu donc attends très fermement et maintenant. Et là, j'ai compris que c'était maintenant qu'il fallait que j'agisse. Et là, j'ai agi. Donc là, j'ai profité le regain et puis l'instinct de survie. Hein. Mais en tout cas, ce moment-là, cette voix, très ferme. Et votre compagnon, il court toujours dans la nature ou il a eu quelques soucis avec la justice? Non, il a eu des soucis avec la justice quand même. Parce que là, quand même, une arme sur la tempe, voilà. Oui. Maintenant, il est très loin. Bon, il a été très surpris parce que du coup, j'ai eu aussi une force herculienne. Bien forcément, l'instinct de vie fait que on se bat. Et puis voilà, donc de ce fait, il a eu ses soucis avec la justice. Et par ma réaction, il ne s'est jamais rapproché parce que je pense qu'il a compris aussi que j'étais plus en mesure de me laisser faire. Donc voilà, aujourd'hui je suis mariée, je suis heureuse, je suis parfaite. Tant mieux. Et j'ai Bob tous les jours sur Bon, écoutez, en tout cas, on est ravis en tout cas que vous soyez avec nous, ça c'est sûr, que vous nous avez livré encore un joli témoignage. Moi, je trouve ça très beau finalement, ce type de témoignage. Ce qui me fascine, moi, c'est la précision du témoignage. Ouais. D'ailleurs, on a l'impression que vous l'avez vécu hier. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et j'ai presque encore ces odeurs. Et c'est ça que je voulais préciser aussi, c'est que j'ai été quand même assez malheureuse enfant et adolescente parce qu'en fait, j'ai toujours été à la recherche de l'amour que j'ai reçu. Ah oui. J'ai reçu une telle rafale d'amour à ce moment-là que j'ai toujours été à la quête de ça. Et c'était un peu le revers de la médaille, c'est qu'après, sur la partie terrestre, on n'a pas ça. Ah non, on a des mecs qui arrivent avec des flingues, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais j'ai aussi un mari d'amour génial. Et heureusement, il y en a des bien sympas, hein, donc voilà. Oui. Donc, c'est tant mieux. Voilà, exactement. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Merci Joanie d'avoir été avec nous ce soir sur BTLV, encore une fois, pour nous avoir livré ce joli témoignage. Voilà, ça me rappelle un peu, je vous le dis, Anthony, tout à l'heure, on aura les 10 premières minutes de l'émission qui sera en ligne le 5 sur BTLV pour les abonnés. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV. BTLV. J'adore ce lien filial qu'il y a là, Josselin, parce que moi j'ai toujours la sensation depuis très longtemps que j'ai moi j'appelle ça ma bonne étoile, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui me rattrape au moment où je suis sur le bord du gouffre. Alors c'est une image, bien sûr, quand ça va pas dans ma vie, etc., que je broie un peu du noir. Il y a toujours quelque chose, une bonne chose qui m'arrive alors que je suis dans le tunnel et je me dis, et c'est ce qui me permet de me raccrocher toujours à cette lumière au fond du tunnel en me disant, derrière le tunnel qui est sombre, il y a une grande lumière blanche. Donc voilà, voilà, on a la sensation qu'il y a quand même des choses comme ça qui se passent. Donc en fait, c'est un joli témoignage. Ah oui.
Alors, sur BTLV, on va évoquer ce que vous pouvez trouver en ce moment. Si vous êtes abonné à ce média unique en son genre, souvent copié, jamais égalé, comme dit l'adage. Et il y a en ce moment un très joli entretien que m'a accordé Eric Ferson. Paranormaliste depuis 44 ans, il me disait. Ça fait très très longtemps qu'il s'intéresse aux fantômes. Il a écrit un joli bouquin, Histoire vraie de fantômes, pardon. Et regardez un extrait, parce que là, il parle d'une maison qui est à San Diego, la maison Wallet, qui a été classée comme maison hantée. Donc aux États-Unis, vous savez, dès qu'ils peuvent mettre des choses pour faire venir du tourisme. Mais force est de constater, on en a parlé longtemps avec Eric, qu'il se passe des choses dans cette maison. Thomas Wallet, du nom de la maison. Était assez riche, il a fait fortune. Donc il cherche un terrain pour construire sa maison. Et que donc il tombe sur un terrain très peu cher. On va comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, ce terrain, c'était là qu'on exécutait, qu'on pendait haut et court les bandits, les voyous, etc. Les phénomènes vont commencer. Cette ombre que l'on aperçoit dans la Wallet House, on va penser que c'est le fantôme de Yankee Jim Robinson. Il va être pendu à l'emplacement exact où a été construite la maison. D'accord. Et que Thomas Wallet va assister à la pendaison. Et les malheurs vont s'enchaîner dans la maison. Alors, Histoire vraie de fantômes, c'est Eric Ferson sur BTLV, bien sûr réservé aux abonnés. Rejoignez-nous. On va avoir dans quelques instants Franck, peut-être pour parler d'OVNI. Alors, je ne sais pas si Pascal Fechner est déjà avec nous, mais s'il n'est pas avec nous, c'est pas très grave, on va attendre. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Dans la libre antenne, vous le savez, toutes les semaines, nous avons l'actu UFO avec le Maybe Planet et son illustre représentant, Pascal Fechner. Il rigole. Salut Pascal, comment vas-tu? Salut Bob, salut à tous. Bon, on est ravis de t'accueillir une nouvelle fois, bien sûr, sur BTLV pour cette actu UFO qui est assez riche encore cette fois, avec un homologue américain très célèbre quand on est très conservateur aux États-Unis, mais qui était l'un de ceux qui parlaient d'OVNI, c'est Tucker Carlson. Ouais, Tucker Carlson, pardon, qui quitte Fox News. Alors on ne sait pas trop si c'est lui qui part, si c'est Fox News qui se sépare. Encore qu'il a fait un tweet où il semble indiquer que c'est quand même lui qui claque la porte, parce qu'il doit estimer que les grands médias aujourd'hui ne lui laissent plus la parole, en tout cas ne lui laissent plus dire ce qu'ils veulent. Ouais. Bon, Tucker Carlson, il est très contesté, on va être clair, il est considéré comme assez extrême dans ses prises de position. Mais enfin, le fait est que c'était un des principaux journalistes qui parlait du sujet OVNI depuis 2017. Il a donné la parole à tout le monde. C'est vrai qu'il faisait partie de ceux qui recevaient, en tout cas, les acteurs de l'ufologie. Sujet numéro 2 que tu voulais évoquer, c'est les utilisateurs de DMT, c'est de la drogue, on va le dire. En France, c'est classé comme stupéfiant. Voilà, disons-le. Voilà. Et alors, ils font appel à l'intelligence artificielle pour créer des formes un peu singulières. Bon, ce qui est vraiment intéressant dans cet article, c'est que des chercheurs semblent essayer d'utiliser la DMT, ou en tout cas des produits stupéfiants ou qui permettent des états modifiés de conscience, pour essayer de contacter, de communiquer avec des formes de vie peut-être ailleurs. Et ils ont utilisé effectivement l'intelligence artificielle pour donner ces images qui sont magnifiques. Maintenant, la vraie question, c'est a-t-on besoin de ces produits-là pour contacter des intelligences différentes des nôtres? Ça, c'est une vraie question, mais encore une fois, en France, la DMT, c'est totalement interdit, bien entendu. On sait bien sûr que le stupéfiant entraîne quand même des états modifiés de conscience, et ça peut altérer bien sûr la perception des choses que l'on voit. Alors après, il y a des degrés. Je sais que les drogues chimiques qu'il y a en ce moment sur le marché, elles sont quand même assez violentes, MDMA, DMT, etc., ecstasy, donc c'est assez dangereux. Donc déjà, c'est banni, c'est interdit en France, mais quoi qu'il en soit, ça altère. Alors je sais aussi qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ce qu'on mettait sur les buvards dans les années 70. Le LSD. Les acides. Les acides et le LSD, pour essayer à petite dose, mais toute petite dose, et ils se sont aperçus que finalement ça pouvait avoir des effets
positive. Mais comme je le dis, c'est comme les pizzas, t'en manges 12 dans la semaine, tu vas grossir, t'en manges qu'une, ça va. Bah là, c'est un peu pareil. Donc, il faut... Verre de vin, pareil. Hein. Exactement, verre de vin, voilà, c'est pareil. Sans aller chercher très très loin. Hein, alors, on va parler du pas de tir de SpaceX. Alors, il est défoncé. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Cette photo est édifiante. On voit vraiment que le pas de tir a pris très très cher. Ouais. Les ingénieurs s'attendaient pas à ce que le pas de tir soit aussi endommagé. Hein. Donc, il va falloir reconstruire. Mais voilà, ça c'est un dommage collatéral hein, du lancement du SpaceX. C'est vraiment le pas de tir a été dévasté. Je pense que ça prend quelques mois. C'était la plus grosse fusée, hein, c'est ça? C'est ça. C'est le truc énorme, quoi, qui doit emmener les gens sur Mars. Il y a des calculs qui ont été mal faits. D'abord sur la Lune. D'accord, d'abord, et après sur Mars. Donc c'est un truc. Et surtout, elle revient. C'est plus gros que Soyouz, hein, je crois que c'était. C'était un lanceur. Plus gros que Saturne 5. Même. Saturne, ouais, c'est ça, c'est juste monstrueux. Donc, et ça donne quand même une légitimité au fait d'envoyer plutôt de la Lune que de la Terre, hein, parce que voilà, quand on voit l'énergie qu'il faut, de la Lune, ce sera peut-être plus simple quand même. Ouais, alors le seul truc, c'est qu'il va falloir créer une base là pour faire partir quand même les gens. C'est vrai que c'est 366 000, hein, je crois, kilomètres, la Lune, un truc comme ça. Donc c'est vrai que ça fait une distance plus courte pour aller sur Mars, pour aller un peu plus loin. Mais il faut avoir des mecs qui vivent bien là-haut. Il faut déjà y retourner sur la Lune. Hein. C'est-à-dire que sans vouloir être complotiste, pour l'instant, on n'y est pas arrivé hein, quand même. Donc voilà, à part dans les années 60. Comme c'est annoncé. Le gouvernement américain... non mais je dis ça parce que ça me fait toujours... Voilà, j'ai rien dit. Le gouvernement américain ferait de la rétention d'informations, visiblement. Le gouvernement américain faisait... Oui, alors c'est l'article de Louis Elizondo. Exactement. Hein, voilà. Alors, ce qui était intéressant dans cet article, c'est un article de Popular Mechanics, hein, qui est quand même un titre de bonne qualité, et qui fait un gros papier qui revient sur Lou Elizondo, parce que c'est vrai que Lou, on l'a énormément entendu 2018, 2019, 2020. Certains disaient il parle trop, il prend trop la parole, on le voit trop tout le temps. Et là, on ne l'entend plus du tout. Ouais. Voilà, donc c'était intéressant cet article qui revient quand même sur la réalité qu'a connue Lou Elizondo, parce que quand il a quitté l'armée en 2017, la situation était quand même pas extraordinaire, hein, financièrement et autres. Donc voilà, de dire non, le gars est pas parti pour faire de l'entertainment et gagner très bien sa vie. Le gars a vraiment pris un risque en quittant son poste et en balançant les vidéos qu'il a balancées. Hein. Parler des ovnis, on le voit, hein, c'est pas si simple et ils sont aussi bousculés et ça manque d'argent. On en a parlé un peu la dernière fois. Voilà, il faut du courage. Alors, on va évoquer un article que nous avions posté sur btlv.fr et sur lequel tu voulais revenir. Une série mystérieuse de mutilation de bétail au Texas. Hein. Ouais, ça c'est quelque chose qui revient régulièrement, cette notion de mutilation, d'intervention chirurgicale sur le bétail. Bon, voilà, alors est-ce que c'est une intervention extraterrestre? Est-ce que, comme le disent certains vétérinaires, ce sont simplement des petits rongeurs et des petits oiseaux qui viennent bouffer les parties molles des bétails et que ce sont des morts naturelles? Voilà, ça c'est un vrai débat. Pour ma part, je pense que sur les mutilations animales, il n'y a pas à chercher au-delà de notre planète, mais voilà, ça c'est un débat puisque le sujet n'est pas clairement clos ou tranché aujourd'hui. Alors dans l'article qu'on a écrit, quand même, on est allé un peu se renseigner, on s'est aperçu que dans tous les cas, il y avait quand même une précision, comme d'habitude, assez chirurgicale, et surtout ce qui est étonnant, c'est que la carcasse des animaux n'est pas bouffée par les charognards, c'est-à-dire que ça c'est quand même assez étonnant, parce que d'habitude vous mettez n'importe quoi en décomposition dans un champ, dans un désert, les chacals viendront bouffer ça, un chacal des chacos, hein, donc voilà. Et ils viennent bouffer tout. Et là, visiblement, il n'y a rien. Alors après, je crois qu'il y a encore eu une mutilation là. Je crois que j'ai vu une info qui est tombée sur l'AFP hier ou aujourd'hui, sur une autre mutilation de bétail au Texas. Ça me rappelle, rappelez-vous, les chevaux en France. Oui, c'est ça. On n'a jamais eu On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Ça me rappelle les Drovnis. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait les gros choux de l'actualité, mais après, on n'a plus rien. Plus personne. Mais après, il y a beaucoup d'hypothèses. Hein. On dit que c'est des gens qui font. Il y a des défis, des trucs un peu. Allez, satanistes, des machins, des gens qui font. Bon. Alors, c'est peut-être des pervers, on ne sait pas très bien en fait. Il y a des notions. Mais les gens qui font ça savent s'y prendre. Mais voilà, c'est que ça me rappelle Jack l'Éventreur, tu vois. Il y a des notions, si tu veux, à un moment donné, médicales. C'est pas un massacre. Parce que quand tu veux tuer quand même un animal, surtout ces bestiaux-là, hein, c'est-à-dire que voilà, ça fait du sang. Là, généralement, on ne retrouve pas de sang autour de la scène. C'est ça qui. Alors, est-ce qu'ils n'utilisent pas des produits aussi? Peut-être. Pourquoi après les prédateurs ne viennent pas
Je sais pas. Écoute, en tout cas, c'est une histoire qui nous ramène bien évidemment à l'ufologie parce que ça parcourt l'ufologie, c'est mutilation de bétail. Il y a un monsieur qui fait beaucoup parler. Alors, c'est Giorgio Tsoukalos. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce garçon, mais moi, à chaque fois, je regarde Alien Theory, j'ai l'impression que tout est alien, hein, tout est extraterrestre avec lui quand même. Ouais, c'est son fonds de commerce. Mais alors, Tsoukalos, ce que je ne savais pas, c'est qu'il est suisse. Moi aussi, j'ai appris ça. Voilà. Il est suisse. Hein, c'est un compatriote de Van Daniken. Oui, d'ailleurs, Van Daniken est son mentor. Je l'ai trouvé très très sage dans cette interview. C'est pour ça que je l'ai partagé. Bon, je pense qu'après, il a son rôle qu'il aime bien. Hein, voilà, il a des mèmes à son nom. Hein, je ne dis pas que c'est Alien, mais c'est Alien. Hein, ouais, c'est ça. mais voilà, c'est un personnage. Moi, je le trouve sympathique. Voilà, il est dans son rôle, il exagère sûrement des fois ses positions, mais voilà, bonne interview où il dit tout ce qui est sur Internet ou dans la télé n'est pas spécialement juste, voilà, donc faites vos recherches vous-même et prenez un peu de recul des fois sur ce qu'on dit, quoi. Oui, c'est plutôt bien de le dire. Et même sur ce qu'il dit lui, parce que je te dis, moi, sur ce qu'il dit lui en particulier. je suis très très ouvert, mais alors quand je regarde, et c'est marrant parce que j'ai jamais réussi à accrocher plus que ça sur Alien Theory, tu vois, donc parce qu'en fait c'est presque too much à la fin, c'est-à-dire qu'en fait le mec a soulevé une pierre il y a 2000 ans, il dit c'est des extraterrestres. Mais en fait c'est l'équivalent de Ed Warren. Oui. Ed Warren qui voit le diable partout. Ouais, ben là c'est vrai. Et ben lui il voit des. Et ils en sont à combien de saisons d'Alien Theory, parce qu'à un moment il faut avoir du contenu quand même, quoi. Mais alors ce qui est fou c'est que c'est super bien fait, hein. C'est-à-dire qu'en fait il y a des moyens, c'est vachement bien. Bon, c'est toujours les 4-5 mêmes mecs qui sont interviewés, si tu veux, mais voilà. Et puis alors c'est marrant parce que tu les revois partout sur des histoires, c'est bien fait, c'est à l'américaine bien évidemment comme d'habitude. Mais il est sympathique, Tsoukalos. Oui, c'est ça. Il est sympathique et en tout cas on le sent passionné, ça c'est toujours une bonne chose. Bon bah écoute, merci Pascal d'avoir été avec nous ce soir encore sur BTLV. On te souhaite de passer une belle soirée du côté de Marseille. Profites-en bien, le pastaga à notre santé. Avec modération. Oui, bien sûr, c'est un ami. Allez, à très bientôt, salut. Ciao. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. C'est à ce numéro de téléphone que vous pouvez nous joindre si vous voulez témoigner, nous raconter vos expériences aux frontières du paranormal, du mystère, de l'inexpliqué. Vous n'osez pas en parler, on est là pour vous écouter. On est en direct comme tous les mercredis et tous les 15 jours, c'est la libre antenne. C'est un espace total de liberté d'expression. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour censurer, on est juste là pour vous écouter sans vous apporter de réponse. Mais au moins, l'oreille qu'on vous tend, elle est importante parce que bon nombre de témoins n'osent pas, quand ils ont vécu quelque chose de singulier, en parler autour de, nous on est là pour ça. Donc la libre antenne 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Je vous rappelle que avant la fin de cette émission, on vous diffusera les 10 minutes d'une émission qu'on mettra en ligne le 5 mai. C'est le témoignage incroyable d'Anthony qui se rappelle de son entre-deux-vie et de son retour dans l'utérus de sa maman, de son passage de l'autre côté. Tout témoignage fou. Vous aviez voulu qu'on l'interroge plus en détail et plus en longueur, eh bien, ce sera le 5 mai sur btlv.fr et 10 minutes dans quelques instants. Franck, au 01 86 22 21 20, est avec nous. Bonsoir Franck. Bonsoir Bob, bonsoir Jocelyn. Ravi de vous accueillir. Franck, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Sonnaz, entre Aix-les-Bains et Chambéry. D'accord. Ravi de vous accueillir Franck. Vous avez fait une observation d'OVNI, vous, c'est ça ? C'est ça, oui. Enfin, en tout cas, oui, objet volant non identifié, exactement. Ouais, exactement. C'est la meilleure. Finalement, c'est quand même la meilleure appellation qu'on puisse avoir. Ouais. Objet volant non identifié. C'est-à-dire que maintenant, c'est presque, on se fout un peu du mot OVNI. Et pourtant, alors on a dit phénomène aérien non identifié, c'est qu'on a voulu noyer le poisson. Mais c'est objet volant non identifié. Même si aujourd'hui, effectivement, certains parlent de conscience, de choses lumineuses un peu immatérielles, mais ça reste un objet volant non identifié. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé, Franck. Eh bien, j'étais en train de travailler chez un client en extérieur, sur son garage, et puis j'étais sur un échafaudage, et je sais pas, je me retourne de mon échafaudage et de mon mur, et je regarde un endroit très précis, donc qui est sur la colline de Corsuet, donc qui est au-dessus d'Aix-les-Bains. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que cette vision que j'avais, c'était entre des maisons qui sont assez serrées, donc j'avais un espace de vision très très étroit. Et je tombe pile poil sur cette colline où il y a une antenne GSM. Ouais. Et à côté, je vois un truc, on va dire, un truc en suspension qui est difficile à décerner, à percevoir parce qu'elle est à 1200 mètres à peu près de là où je suis. Ouais.
C'est une structure, je dirais, un peu structure Tour Eiffel, voilà ce que je dirais. Pas très grande, plutôt de forme carrée, mais j'en suis pas sûr, mais avec un halo rouille. C'est vraiment ce qui m'intriguait, c'est ce halo rouille tout autour. Donc je suis assez loin, je suis à 1200 mètres. Donc je vois plus qu'un point en fait. Je vois quand même quelque chose de, un peu plus gros qu'une tête d'épingle si vous voulez. Et ça m'intrigue beaucoup. Je suis pas du genre à prendre des vessies pour les lanternes. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis descendu de mon échafaudage, j'ai pris ma voiture et j'ai dit, je vais me rapprocher de ce truc parce que c'est vraiment très bizarre. Vous avez raison, vous avez bien fait, ouais. Voilà, donc j'ai pris ma voiture, j'ai essayé de me rapprocher de cet objet et très curieusement, j'arrivais à aucun moment de me rapprocher. Il gardait une distance toujours égale entre lui et moi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si à chaque fois que vous avanciez, il reculait, quoi, en fait, c'est ça. Exactement. Il reculait et alors, ce qui est étonnant, au début, je pensais à un drone. Pour rien vous cacher, je pensais à un drone. Mais le problème, c'est quand on regarde la configuration de la colline où il se situait, il était à plus de 250 mètres de hauteur. La colline où il se situait, et quand on voit après, lui, c'est la direction qu'il prend, globalement, sur la deuxième image, si vous l'avez. C'est la deuxième carte, en fait. Ça va être trajectoire marquée, je pense. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, il n'est pas en ligne droite, lui, il contourne en plus la colline. Il suit la colline, si vous voulez, pour partir. Et ce que je me disais, c'est qu'un drone, normalement, il peut pas être piloté depuis la colline et puis partir comme ça, comme il le fait. Il passait par-dessus l'autoroute, notamment, qui est à plus de 20 km et demi. Alors, justement, en plus, est-ce que c'était gros? Parce qu'en fait, même un drone petit aujourd'hui, un drone domestique, il va pas très très loin quand même. Faut pas délirer. Il peut pas c'est ça. Il peut pas faire plus de 3 km. C'est ça. Et puis après, il faut. Et avec l'agglomération et tout, tous les passages qu'il y a à faire, vous voyez. Puis il faut que le pilote puisse le voir en plus. Donc voilà. Il faut que le pilote puisse le voir. Il est tenu en plus à l'avoir en visuel constamment. Et ce truc-là, il était constamment flou, si vous voulez, toujours d'un contour très flou et rouille. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'à aucun moment, j'ai réussi à me rapprocher pour vraiment mieux le voir, quoi. C'est ça qui est fou. Mais vous l'avez vu bouger, puisque vous avez dit qu'il passait au-dessus de l'autoroute. Et là, il a bougé. Ouais, et à ce moment-là, quand il passe au-dessus de l'autoroute, il se rapproche de vous ou il s'éloigne? Pas du tout. Ah non, il restait éloigné, comme s'il n'avait pas envie que je le voie, quoi, que je le vois vraiment distinctement. C'est vraiment le truc qui m'a surpris, quoi. Et après, il est passé donc au-dessus de l'autoroute. J'ai essayé de le suivre visuellement, et puis je l'ai perdu dans la nature. Enfin, il y a de la végétation derrière, et là, il se confondait avec la nature, avec le bas de la colline du Revard, ce qui fait que là, je l'ai perdu de vue. Et est-ce que vous avez la sensation, Franck, qu'il y a eu un contact entre vous et lui? Parce que si cet objet, finalement, reste toujours à distance, est-ce qu'il a pris conscience de votre observation, d'après vous? Ce qui m'étonne, c'est que quand je travaillais sur le mur, je me suis retourné instinctivement sans aucune raison. C'est ça. Et que j'ai regardé pile poil entre en fait ce truc-là, entre des maisons qui étaient bien au devant, au premier plan, on va dire. Donc j'avais vraiment un espace très réduit pour pouvoir le voir en plus, si loin. Et c'est vraiment là-dessus que je suis tombé et qui m'a intrigué immédiatement, quoi. Je me suis pas dit c'est un drone, c'est un oiseau, quoi que ce soit, quoi. C'était vraiment un truc très bizarre. Et c'est pour ça que j'ai pris ma voiture d'ailleurs, que je suis parti de chez mon client pour aller voir ce que c'était, parce que ça m'intriguait beaucoup, quoi. Parce que dans la zone où vous étiez, là, a priori, un objet comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont dû le voir. C'est ça. Normalement, enfin, on va dire. Il était gris, ça avait été gris. Il n'avait pas une couleur, il n'était pas très lumineux, si vous voulez. Après, pour aller dans le sens de Franck, c'est qu'il y a peu de gens qui lèvent la tête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même assez incroyable le nombre de gens qui ont les pieds, qu'on le regarde sur leurs pieds. Donc voilà. Sur leur téléphone. Ou sur leur téléphone en ce moment. Donc, voilà. Surtout qu'il était assez proche de l'antenne. Et si vous voulez, quand on est en bas, suivant où on se situe, on ne le voit pas parce qu'il y a de la végétation sur cette colline. Il y a beaucoup de végétation et l'antenne n'est pas en haut de la colline. Et en plus. Si c'est un drone, c'est-à-dire que les pilotes font attention à tout ce qui est antenne, tout ce qui est fil, etc. Donc c'est ça qui est clair. Mais c'est impossible. C'est impossible de pouvoir le diriger et de le faire parcourir autant de distance, en voiture, même à deux en voiture, quoi, parce que le truc, on passe par des routes qui sont sinueuses et lui, il est parti quasiment en ligne droite. Donc c'est vraiment. Alors, je ne vais pas te poser la question. Bon, je ne sais pas si ça faisait pas de bruit, j'imagine. J'étais loin, j'entendais rien, il y a le bruit de la route et je n'ai même pas cherché à entendre, il était tellement loin que je n'ai même pas pensé que je puisse l'entendre. Non. C'est difficile à... Et alors il est parti comment? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous l'avez plus vu, c'est ça? Ouais, après il s'est perdu, il s'est confondu un peu avec la végétation.
Voilà, il faisait gris en plus, donc il n'y a pas de soleil, il faisait gris, donc il était sous les nuages. Hein. Et ouais, il est parti au-dessus de la végétation, il s'est confondu avec le reste. Donc, comme je conduisais, à un moment, j'ai dû le perdre de vision et pas pu le retrouver après. Quoi. Bon, Ouais. ça vous a marqué? Bah, ça m'a marqué, oui, ça m'a marqué parce que bon, j'ai déjà vu des petites boules de plasma, etc. Et là, c'était un truc un peu plus solide, quoi, Ouais. on va dire. Bah Ouais. écoutez, voilà, vous avez eu votre ovni solide, donc moi je rêve d'en voir un, donc voilà, vous êtes comme David Vincent, vous savez qu'ils sont là. Ah ouais. Voilà. Franck, on va dire ça. voilà, on va dire ça. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir pris la peine de témoigner sur BTLV. Merci infiniment et à bientôt, au revoir. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. La libre antenne ce soir avec Jocelyn F. Keller, bien sûr, qui voulait rajouter quelque chose. Oui, Jocelyn. un petit peu. En fait, c'est une hypothèse qui me venait en tête. Parce qu'on a souvent des témoignages de gens qui disent voilà, j'ai senti que l'objet était là, je me suis retourné, là, comme notre auditeur qui dit je me suis retourné, il était là. Et après, c'est une hypothèse que je lance. Est-ce que ces objets un peu, justement, inexpliqués, est-ce qu'ils ils ne sont pas visibles que des gens qui les voient? Bien sûr. Tu vois, l'observateur étant... Et ce qui expliquerait pourquoi il n'y a pas tant de témoins que ça. Il y a quelqu'un qui voit le truc et autour, les gens ne le voient pas. Parce que mais on a plein de témoignages où il y a 10 personnes qui regardent la même chose, le même ciel, ils ne voient pas l'objet. Et en fait, comme si effectivement, il se montrait qu'à la personne qui devait le voir. Après, pourquoi ces objets choisiraient quelque part de n'être visibles que par une personne ou un tout petit groupe de personnes, ça, on ne sait pas. Non, mais ça prouve aussi peut-être la technologie que ces objets ont et qu'ils se montrent, ils font ce qu'ils veulent en fait. Il y a un côté un peu joueur quand même avec ce phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, ça joue, ça rigole, ça se barre, ça revient. Mais ça a fait pareil avec les pilotes. Hein. On a bon nombre de trucs où ça tourne un peu autour de l'avion et hop, ça repart. Voilà, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la semaine prochaine, regardez ce qui vous attend. Un Bob vous dit toute la vérité spécial L'exorciste du Vatican avec Patrick Sbalchiero, David Gallet et le sieur Jocelyn F. Keller. Il sera bien sûr temps, puisque ce sera le jour de la sortie de ce film avec Russell Crowe, qui joue le père Amorphe, hein, qui était l'exorciste en chef du Vatican. Et donc, ce sera l'occasion pour vous de vivre une très belle histoire, en tout cas une très belle soirée, parce qu'on va revenir sur des cas de possession importantes. On reviendra aussi, tu as décidé de parler des films qui ont traité de l'exorcisme. Pour moi, l'exorcisme et le cinéma sont liés depuis 73 au moins. Et on en voit encore là, on en a encore la preuve, puisque le film avec Russell Crowe va être, à mon avis, un carton. Alors, j'ai vu la bande-annonce. Ça marque des points. Je ne suis pas sûr que le père Gabriel Amorphe ait vu quelqu'un au plafond en train de marcher à l'envers. Mais dans tous les cas, ça, c'est le cinéma hollywoodien et c'est ce qu'on recherche aussi. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir ce type d'expérience cinématographique. Alors, comme promis, on va découvrir maintenant les 10 premières minutes d'une émission que nous avons enregistrée la semaine dernière avec Anthony. Il était venu si vous arrivez, je rappelle l'histoire, il y a quelques mois, venir nous livrer ici son témoignage concernant son entre-deux-vie, ce passage de l'autre côté, ces discussions avec des entités, et puis son retour dans l'utérus de sa maman, sa renaissance, etc. C'était assez troublant. Et vous vouliez qu'on l'interroge plus en détail, eh bien, regardez, les 10 premières minutes sont pour vous. Bonjour Anthony. Bonjour Bob. Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur BTLV. Vous avez suscité l'intérêt de bon nombre d'auditeurs et de téléspectateurs lors de votre premier passage dans la libre antenne. Et j'ai voulu effectivement revenir sur ce que vous nous aviez un peu dit, parce qu'on n'avait pas quoi parler 10 minutes, donc plus en détail aujourd'hui. Votre vie est assez incroyable parce que, je le disais en préambule, souvent on a le souvenir de 7 ans, 5 ans, de temps en temps quelques flashs de la petite enfance, toute petite, mais avant, c'est compliqué. Vous, ça remonte bien au-delà. Avant d'aller dans ce détail-là, on va essayer d'en savoir plus sur vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? D'où vous venez? Dites-moi. Curriculum vitae. Curriculum vitae. Je suis normand, je suis né à Cherbourg, dans une famille de musiciens. Assez naturellement, je suis devenu musicien. Oui. Voilà, j'en ai fait mon métier. Voilà, je suis batteur, chanteur professionnel et puis compositeur. La sensibilité de l'artiste, elle a une importance dans votre histoire?
Oui, c'est-à-dire que la musique, c'est profondément spirituel. On ne se rend pas bien compte, mais c'est quelque chose où on fait jouer l'âme. Donc oui, c'est profondément spirituel. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner? Parce que c'est quand même très intime ce que vous avez vécu. C'est quoi? C'est un besoin? C'est quelque chose? Un besoin, pas vraiment. Disons que ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait bien que je laisse des traces publiques de ça. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est surtout parce que il n'y a pas d'équivalent. Enfin, je ne suis pas tombé vraiment sur un équivalent de mon témoignage. Donc, aujourd'hui, il y a plein de témoignages sur les NDE, sur les ovnis, voilà. Mais bon, ce que j'ai à dire, il n'y a pas d'équivalent. En tout cas, je ne suis pas tombé dessus. Donc, je n'ai pas envie de passer pour le cinglé de service. Voilà. Et puis, aujourd'hui, il faut bien le faire un jour. Donc je le dis, quoi. Alors, bien sûr, on va essayer de découvrir tout votre parcours spirituel, entre guillemets. Il est démarquant, ce parcours spirituel. En tout cas, à partir de quel moment vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas dans la norme? Ça remonte à... je devais avoir 5 ans. Un jour, devant la dernière séance avec Eddie Mitchell, avec mes parents, on regarde Le Magicien d'Oz, et il y a un deuxième film après du même réalisateur qui traite un petit peu de la vie avant vie, un vieux film. Et puis je vois quelque chose qui me parle, et puis je dis à ma mère, mais oui, mais je peux vous expliquer ça. Mes parents qui me regardent comme ça, qu'est-ce que tu racontes? J'ai compris que ça faisait peur, et puis qu'ils ne voulaient pas en parler. Je dis, tiens, on n'a pas le droit de parler de ça. Bon, puis ce que je pouvais entendre sur les religions, tout ça, je me suis rendu compte que il y avait une part de vérité, mais que globalement, c'était en tout cas au moins très très mal expliqué. Donc je me suis dit, oula, je suis pas dans le monde où tout le monde comprend naturellement ce que j'ai, qui pour moi était juste normal, un non-dit. Vous aviez quel âge à cet âge-là? À peu près 5 ans. Ah oui, quand même, donc c'est très tôt. Oui, mais je me souviens de mes réflexions, je me souviens déjà, même bébé, bien me rendre compte que déjà j'avais mon histoire, qu'il y avait quelque chose de particulier quand même. Après, on ne sait pas où on tombe, on peut très bien tomber dans une famille où l'esprit est déjà l'esprit est ouvert. Et tout. Je me suis assez rendu compte très vite que non, à cette époque-là, l'esprit n'était pas ouvert, quoi. Pourtant, vos parents étaient musiciens quand même, donc aussi avec une certaine sensibilité, et malgré tout, ils avaient du mal à vous écouter? Oui, à l'époque n'était pas la même qu'aujourd'hui là-dessus, quoi, clairement. Alors, vous découvrez donc vous avez ces souvenirs, vous vous dites à vos parents, je peux expliquer, je peux ce que c'est. Donc en fait, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, je peux expliquer? C'est que quand vous voyez ce truc-là, ça vous saute au visage, vous dites, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui se passe? Ouais. Et puis même plus tard, un petit peu plus tard, vers l'âge de 7-8 ans, un jour, on est devant les dossiers de l'écran et il passe un film qui s'appelle Audrey Rose. Un vieux film avec Anthony Hopkins qui traite de la réincarnation. C'est pareil, j'ai refait le même effet. Ma mère est partie en colère parce que ça lui faisait peur et elle voyait bien qu'il y avait quelque chose de redondant là-dedans qu'elle ne comprenait pas. Et puis j'ai compris que si je continuais à ouvrir ma bouche, j'allais pas terminer le film. Donc je me suis tué, une fois de plus. Vraiment, c'était tendu quand même à la maison. Donc quand vous parliez de ça, c'était pas... J'ai eu la chance de vivre dans un foyer où il n'y avait pas de tabou, sauf ce truc-là. Ouais, c'est fou. Voilà, et on pouvait parler de tout, sauf ça, parce que la mort, ça fait peur. Ça faisait peur, c'est ça. Vos parents étaient croyants? Non. Non, une partie de ma famille, mais non, c'est plutôt même athée. D'accord. Voilà, ça n'a pas été facile à amener, il a fallu que j'attende l'âge de 13 ans pour... qu'on m'écoute un peu de force, entre guillemets. Alors, lors de votre venue sur BTLV, vous, la première fois dans la libre antenne, vous êtes remonté dans vos souvenirs et vous nous avez dit vous souvenir de cet entre-deux-vie, en fait. Alors déjà, est-ce que vous avez pu identifier le nombre de vies que vous aviez pu vivre et à chaque fois, est-ce que vous vous souvenez de cet entre-deux-vie et de la réincarnation, du choix que vous avez fait? Alors, oui, je suis né avec le souvenir au plus loin, c'est le moment de ma dernière mort. D'accord. Et je vais expliquer tout ça, mais c'est après, on est venu me chercher, alors on est venu chercher, je vais expliquer, à l'âge de 6 ans, on est venu me chercher pendant que je dormais, c'était en projection astrale, pour m'expliquer, enfin pour me montrer quelle était ma vie antérieure et d'une certaine manière...
pourquoi j'avais le droit, entre guillemets, le droit c'est un bien grand mot, mais pourquoi j'avais le droit de me souvenir. L'autorisation en tout cas. Oui, d'une certaine manière, ouais. Qui est venu vous chercher? Qui est venu vous chercher? Mes anges. D'accord, ok. Je vais expliquer après, parce que je pense que c'est pas mal de mettre une question chronologique. Donc voilà, donc je me suis incarné sans l'oubli. Mais donc mon tout premier souvenir, donc c'est pas le moment où je meurs, c'est le moment où je sors de mon corps et je me retrouve dans le noir. Il n'y a rien, je suis dans le noir, mais en même temps je suis bien et je me rends compte que j'existe encore. Voilà, donc il y a quelque chose de surprenant, il n'y a pas de peur, je suis juste là, et, ah tiens, j'existe encore, ok. Et au bout d'un moment, il y a comme un rectangle qui se découpe, comme ça, puis je suis comme sur un contre-plongée, et en fait, je suis en train de voir mon enterrement. Et donc, il y a 4-5 personnes qui sont là, dont le prêtre. Et puis, je me rends compte que c'est le moment de mon enterrement. Alors, j'observe ça. Mais vous vous souvenez de qui vous étiez? Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Donc là, vous voyez juste votre enterrement, en fait, sans savoir qui vous étiez et quel personnage vous étiez dans la vie. En tout cas, en tant qu'Anthony, oui. C'est ça, ok. Voilà, mon souvenir, je me souviens de ça. Donc l'enterrement? L'enterrement, donc tout simple, hein, très... Voilà, l'enterrement, et puis une fois que c'est terminé, je commence un voyage. Alors, je vois cette lumière qui arrive, pas encore vraiment un tunnel, mais il y a une lumière, je me dirige assez naturellement vers ça, progressivement. Voilà, donc il y a de la lumière, j'avance. Il fait bon, il fait chaud, il fait quoi? Il n'y a pas de sensation, il y a une sensation de paix, enfin en tout cas je ne suis pas dans la peur. Apaisé? Oui, d'une certaine manière, et puis bon, au fur et à mesure que j'avance, à un moment il y a quelque chose qui m'inquiète, et je sens comme s'il y avait une présence démoniaque, on peut dire, hein, comme si ça me courait un peu aux fesses. Alors j'ai le temps de me retourner, puis de voir une espèce de truc un peu démoniaque qui est là. Alors je me suis dit, oulala, donc là c'est vers la lumière très vite, et me vient un mythe que j'ai décodé plus tard comme étant le mythe de Dédale. Hein, on trace, hein, on se retourne pas, sinon c'est pas bien. Donc j'ai tracé, et puis j'ai échappé à ça, une espèce de présence qui voulait me prendre. Vous happez? Oui. Donc je continue, et puis tout va bien, je suis assez libéré. Plus ça avance, plus le tunnel s'élargit, et plus on voit quelque chose de cotonneux, de nuageux, c'est beau. On est en paix, il y a la sensation de paix, de joie, de voler, d'être en liberté là-dedans. Voilà, un souvenir de l'entre-deux-vie, magnifique émission qui sera en ligne donc le 5 mai, c'est-à-dire dans 2 jours, sur BTLV, réservé aux abonnés, donc profitez-en pour nous rejoindre. Voilà, on le dit, BTLV, c'est bien sûr les émissions en clair, mais c'est aussi toutes les émissions qui sont réservées aux abonnés, encryptées, avec tous les dossiers inexpliqués, toutes les émissions d'Egon Kragel, bon nombre d'émissions avec des spécialistes qui viennent ici quotidiennement nous parler de ce mystère et de cet inexpliqué que vous aimez tant. Donc profitez-en, regardez, c'est sans engagement. Merci d'avoir été avec nous, merci Jocelyn. La semaine prochaine, c'est ça qui vous attend, on le rappelle. Bob vous dit toute la vérité avec l'exorciste du Vatican, Patrick Sbaldiro, spécialiste, qui a écrit un bouquin fabuleux. David Gallet, vous connaissez, et Jocelyn Keller, bien sûr, des amis de la maison qui sont là tout le temps. Ce sera donc l'occasion pour vous peut-être de frissonner. On vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée. Ce que vous faites, une journée, hein, parce qu'en fait, on est regardé aux 4 coins du monde. Il y a beaucoup de gens de Montréal qui nous regardent en direct. Passez une bonne journée ou une bonne nuit. Salut.